Suns in the game. Out to Booker. 5 seconds, 4 seconds. Booker on the drive. Goes up. Here's the shot. Booker! He got it. And the Suns win the game. Devin Booker at the buzzer. Hello à toutes et tous et bienvenue dans Valley Hoop, le podcast de l'actualité des Phoenix Suns en français. Je suis aujourd'hui en compagnie de Rod, l'animateur culte de Valley Hoop. Comment ça va, Rod? Ça va pas mal, merci Greg, et toi? Eh ben, écoute, on fait aller. Franchement, la saison est finie. On est à Cancun. On est à Cancun désormais, côté Phoenix Si Suns. seulement. On est à Cancun, on se repose, on fait des abdos quand même pour s'entretenir pour la saison prochaine qui va Très arriver important. dans 4 Puis ou 5 pour garder mois. la forme. Ouais, Pour il faut garder la qu'on forme garde pour la la forme pour la fin des playoffs, pour hate sur les Rockets qui se sont fait éliminer, et ça, God bless. Les Lakers. Les Ils sont fait Lakers. shooter. Et ça, God bless. Et puis voilà, d'ailleurs, Rod, est-ce que tu as une équipe que tu suis particulièrement sur cette fin de playoff ou t'as lâché l'affaire? Évidemment, je suis mais à 150% avec les New York Knicks de Michael Bridges, faut-il le rappeler. Même, en fait, j'adore cette équipe, j'adore les joueurs qui composent cette équipe. En fait, Jalen Brunson, c'est un de mes joueurs préférés en NBA actuellement. Ouais. Kat, en fait, maintenant, j'adore ce joueur depuis 2-3 ans, quoi. Je crois que c'est depuis qu'il a fait des bons playoffs avec Minnesota la dernière année avant qu'il se casse là. Et je me suis dit, mais en fait, ce joueur est trop bien. Bref, et en gros, c'est une équipe que j'adore d'une manière générale. Donc, plus avec Michael, donc là, vraiment, ça pète le score. Et ils me font kiffer, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu très peur, en fait, quand ils étaient menés 2-1 par les Hawks. J'ai eu très peur. Je me disais, oh putain, les Knicks aussi vont se faire sortir, fait chier et tout, machin. Et en fait, depuis, les mecs, ils roulent sur tout le monde. Sur deux équipes en l'occurrence, mais voilà, ils leur ont vraiment roulé dessus. C'est très agréable. Je suis impatient de voir ce que ça va donner en finale de conf, même si 2-2 entre les Cavs et Pistons au moment où on enregistre. Très bien, continuez, battez-vous jusqu'au match 7, les mecs. Donc voilà, moi, voilà, 100% Knicks et voilà, boum, tout ce que tu veux, on va aller en finale, ça va être incroyable. Ouais, je te rejoins totalement. Je retrouve les Knicks. Enfin, je retrouve une vibe dans les Knicks de celle que j'avais adorée à l'époque de quand Stoudemire est parti là-bas. Et moi, j'avais suivi. En fait, c'est pas la même équipe parce que c'était une équipe de fait de role player à l'époque, mais c'est la vibe du supporterisme, etc. Et cet engouement de New York derrière cette équipe. Moi, j'adore aussi. Donc, New York, c'est un peu mes petits chouchous. On en place une pour Baptiste du Dreamcast Show, qui est un fervent supporter des Knicks. Mais on a un invité aujourd'hui, Rodé. On a un invité de marque pour Valley Hoop, puisque c'est tout simplement le fondateur de ce podcast qui est avec nous aujourd'hui, Julien. Julien, comment vas-tu? Salut, ça va et vous? Ça va, impeccable, merci beaucoup. Alors Julien, Heureux d'être là. qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as quitté Valley Hoop? Est-ce que tu as réussi à suivre les Suns? Qu'est-ce que tu as pensé Alors, des... ouais, peut-être on peut donner un peu de contexte. Je suis désolé, Greg, de te Vas-y, couper. Rod, vas-y, je t'en Parce prie, qu'il y je a t'en sans prie. doute beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent pas Julien. Et pourtant, vrai. effectivement, on vous confirme que c'est le créateur de ce podcast, donc en 2021. En 2020, je crois que c'est toute fin 2020, juste avant que la saison reprenne. Et en fait, ouais, t'avais fait, t'avais lancé ce podcast, t'avais fait quelques mois, et puis en fait, tu t'étais rendu compte, à l'époque, t'étais étudiant, je sais pas si c'est toujours le cas, mais que c'était assez compliqué quand même de cumuler ton activité Exactement. d'étudiant avec le podcast et tout. Et au bout d'un moment, t'avais un peu jeté l'éponge et tout. On avait récupéré, nous, les vieux, avec Hicham, déjà à l'époque, récupéré le truc, et on a réussi à faire perdurer ça, et voilà, c'est toujours là. Donc voilà, je te Ouais. Non, mais merci pour cet élément de contexte parce qu'en effet, j'étais après pas très actif pendant plusieurs années sur le NBA Twitter, on va dire. Non, en fait, moi, j'ai pris une décision, c'est que je fais un podcast que quand on va en finale NBA. Voilà. Donc, du coup, c'est pour l'an prochain, en fait, je suis en prévision. Non, mais oui, c'est ça, en fait, comme l'a dit Rodolphe, j'étais étudiant à l'époque en école de journalisme. Non, écoute, 4 ans plus tard, maintenant je travaille, donc pas forcément plus de temps, mais on va dire en tout cas plus de temps en dehors du travail. Et voilà, donc je suis au Journal de la Provence maintenant, à l'édition d'art, là, après un passage par Aix, par Marseille. Donc voilà, toujours en Provence, toujours beaucoup de travail passionnant, mais donc très peu de temps. Mais voilà, comme tu me l'avais dit en privé, j'ai pu reprendre un peu cette année les Suns, à regarder quasiment tous les matchs après les 2-3 ans de déception sous l'ère Kevin Durant. Et donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté ton invitation aujourd'hui. Ouais, fuck KD, hein. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Voilà. Ça bouge pas. Alors du coup, j'ai deux experts de la saison en cours, enfin en tout cas de la saison qui vient de s'achever pour les Suns 2025-2026. Vous savez, auditeurs et auditrices de Valley Hoop, que personnellement je n'ai pas pu suivre cette saison autant que je l'aurais voulu, mais j'ai quand même des questions à poser en forme de bilan à Julien et à Rod pour qu'on dresse un peu le tableau de ce qui s'est passé en 2025-2026 pour les Suns, à la fois sur le terrain et aussi dans les stratégies et du côté du front office, dans les choix qui ont été faits. On va faire ce bilan ensemble, les enfants.
Comment vous vous sentez avant ce bilan? Est-ce que vous avez une appréhension positive ou négative de ce qui va se passer On dans se sent cette bien, édition? on se sent bien, on se sent bien. Franchement, on a beaucoup dit, au vu des attentes en début de saison et au vu du bilan, il y a toujours des hauts et des bas, mais globalement, on se sent très bien. Ouais, on sait. Je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est la température que j'ai pris un peu dans la fanbase, au cours de la saison, dans la discussion notamment du FC Soleil, mais il y a clairement une ambiance qui est pas du tout la même que ce qu'elle était les 3 dernières années, et une ambiance un peu de renouveau avec, peut-être pas forcément de l'espoir, mais en tout cas un contentement qui est certain. Toi, Rod, tu te sens comment là? Tu plus positif que les 2 dernières années? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah, effectivement, il y a eu, la frustration quand même un petit peu de cette fin de saison où on a un peu perdu le fil. On va y revenir un peu dans Mmh. ce podcast forcément. Mais voilà, quand on regarde la saison dans son ensemble, et avec un peu de recul, c'est évident que c'est très positif, à plein de niveaux. Moi, je suis vraiment, content, bah, de plein de choses que j'ai vues cette saison, de la part de l'équipe, quoi. Et ouais, c'est ça. Enfin, le côté bonne surprise, ça a été valable, pendant le 1er mois, on va dire, et derrière, on s'est habitué à cette nouvelle version des Suns, et on espère qu'effectivement, ça va être le début de quelque chose. En fait, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un très bon démarrage de saison, très surprenant avec beaucoup de victoires. Plus qu'attendu, et à la fin de la saison, on se retrouve, je crois, avec 45 victoires, et sur C'est ça. effectivement, il y a un premier match qui est gagné et ensuite il y a 4 défaites, mais après il y a un enchaînement d'une dizaine de matchs où il y a finalement 3 ou 4 défaites, et surtout beaucoup, beaucoup de victoires, et on arrive finalement, presque avant le All-Star Game avec une équipe qui tourne, qui fait plaisir à regarder, beaucoup de combativité, et c'est ensuite que ça se gâte un peu parce que, bah, il y a le rookie wall pour les rookies qui étaient là, et qui ont à peine joué et qui ont joué plus tard, mais il y a eu aussi une sorte de mur pour, Colin Gillespie et cetera, et certains role players qui se sont un peu essoufflés sur la fin de la saison. Mais on va commencer ce pod par les satisfactions, tout de même, qu'il y a eu cette saison, et notamment, tu viens de le dire un peu, de manière implicite, Rod, mais c'est cette énergie retrouvée. Julien, je vais te lancer dessus, mais t'as pas forcément regardé les saisons Kevin Durant, hein, si je me trompe pas, et les saisons De d'avant. loin, de loin. Voilà, Ouais. et du coup, on était vraiment sur une perte de souffle, mais je pense que tu l'as quand même noté à l'époque, tu en avais quand même le sentiment. Comment tu vis cette espèce de renouveau et comment tu le qualifierais? Et ben c'est la création du grit and grind de Phoenix après Memphis. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça fait plaisir d'avoir une équipe, qui a de l'envie, qui défend. Tu sens qu'à chaque match, dire même les matchs qu'on perdait, et tu perdais parce que voilà, soit tu tombais sur plus fort, soit parce que, souvent on s'était rattrapé en fin de match, on en parlera peut-être plus tard. Mais voilà, il y avait vraiment ce sentiment que tu avais un groupe soudé autour d'un même objectif, autour d'une envie de retrouver aussi, retrouver de la victoire, retrouver, redonner le sourire aux fans, quoi. Voilà. Parce que faut dire que c'est quelque chose qu'on a peut-être pas assez souligné cette saison, c'est qu'une bonne partie du groupe, emmené par Jordan Hott, était présent sous l'ère KD. Et donc en fait, je pense qu'il y avait aussi un sentiment de revanche chez ces mecs qui ont voulu rester, Devin Booker le premier, voilà, de prouver qu'il valait mieux que cette équipe à 35 victoires avec le plus haut salary cap de toute l'histoire de la NBA qui s'est fracturé de la manière qu'on connaît. Donc ouais, une vraie dimension défensive retrouvée avec un coach qui a imprimé, qui a été une la vraie bonne surprise de la saison. Et donc voilà, tout ça, c'est vraiment satisfaisant avec de la défense, de l'envie et finalement un sentiment qu'on a maximisé le potentiel de cette équipe et de ses joueurs sur le papier, quoi. Ouais, Rod, j'imagine que tu es d'accord avec ça, quoi? Ouais, ouais, je pense que le terme «maximiser» est plutôt le bon, puisque en fait, il y a même une question autour d'eux, et ça a été un petit débat qu'on a eu, au cours de la saison avec toi, Greg, sur le fait que les Suns étaient un peu en train de surperformer d'une certaine manière, selon certains indicateurs, notamment les indicateurs de réussite au tir, mais les indicateurs d'adresse. Hem En fait, globalement, effectivement, il y a peut-être un peu cette donnée-là, c'est-à-dire, au-delà de l'effet surprise, le côté tout a cliqué, de manière tellement, positive que c'était peut-être un peu too much par rapport au niveau réel de cette équipe. Ceci dit, c'est quand même assez intéressant de constater que les Suns ont été 7e quasiment toute la saison, de la conférence Ouest. Il y a eu un court moment où on est passé 6e, juste devant les Rockets, justement, et on en a profité à l'époque pour bien se moquer d'eux, c'était sympa. Mais tout ça pour dire que
Bah, globalement, moi, enfin, sur le rendu global de la saison, je suis d'accord. En fait, on attendait un visage différent. Ça avait été annoncé et claironné même pendant toute l'intersaison par Matisse Bia, par Brian Gregory, le nouveau GM qu'il avait ramené de Michigan State, puisque effectivement il a ramené tous ses potes Ishbia dans l'organigramme, même Jordan Hutt qui était un ancien de cette équipe universitaire. Euh, et en fait, il y avait vraiment l'idée de ça. C'est quoi qu'il arrive, même si tu as raison de le souligner, Julien, c'était pas tout à fait un casting 100% différent. Il y avait pas mal de modifications dans l'effectif, mais il y avait certains joueurs qui avaient été conservés. L'idée, c'était vraiment de montrer un visage très différent, peu importe les résultats entre guillemets, même si bien sûr que ça permet de valider quelque chose, quoi. Et en fait, ça, on l'a eu très très vite sur le terrain, avec en plus le côté justement résultat qui fait que bah en fait l'élan, et c'est pour ça que je parle voilà de meilleurs scénarios, donc de maximiser et tout. L'élan a vraiment été très très vite, très très fulgurant, on va dire très très croissant, quoi, presque exponentiel dans la courbe de confiance et de validation, on va dire, de tout ce qui avait été bossé dans les semaines précédentes et dans l'intersaison, enfin, surtout pendant le camp d'entraînement, j'imagine, évidemment. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que très vite, comme ça a cliqué, ça a enchaîné, enfin, ça a entraîné un cercle vertueux qui a fait que l'équipe a été vraiment même, enfin, c'était très impressionnant en termes de confiance que ça donnait sur la fin du mois de décembre, en janvier. On bat de très bonnes équipes, on bat 2 fois les Knicks, on bat les OKC, enfin, en fait, ça. Moi, je me souviens de ce moment de la saison où on joue les yeux dans les yeux face à OKC et on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est trop bizarre. On est vraiment pas censé être à ce niveau-là. Alors évidemment, hein, encore une fois, les effets de loupe font que bah c'était un moment de la saison où OKC c'était en gestion de pépère, en mode ouh là là, il reste encore toute une moitié de saison, on va y aller tranquille. Et où nous, on était effectivement à péter le feu, quoi, j'allais dire. Et ça s'est un peu calmé sur la fin de la saison, mais effectivement, le principal, c'est d'avoir enclenché ce mouvement. Heu, enfin, ce qui manquait le plus, moi, vraiment, ce que je retiens, c'est le changement de mentalité sur le terrain de l'équipe. Et comme tu le dis, Julien, c'est pas forcément dû au casting puisque c'est valable pour Grayson Allen, pour Royce O'Neal, même si beaucoup de petits physiquement, ça a plongé, tout au long de la saison. Mais c'était valable. En fait, si tu veux, l'année dernière, on avait l'impression que Ryan Dunn, Oso Ighodaro, Connie Gillespie étaient les seuls joueurs de l'effectif qui apportaient un peu d'envie, de combativité, de hustle et ce genre de choses. En tout cas, au niveau requis pour exister en NBA. Là, cette saison, on a vu vraiment toute une équipe le faire. Certains joueurs devenir vraiment enfin, des monstres dans ce domaine-là, comme Jordan Goodwin. Donc, en fait, enfin, c'est vraiment ça, moi. Le point le plus positif, au-delà de toutes les questions individuelles, quoi que ce soit, c'est que collectivement, on a enfin réussi à se mettre à ce niveau d'intensité qui est aujourd'hui celui de la NBA et celui sans lequel tu peux pas exister. On est un peu au-dessus de la limite parce qu'on a des mecs comme Dylan Brooks et tout qui sont un peu foufous et tout, mais globalement, on est dans le thème, quoi. Tu vois, quand tu regardes les équipes qui sont encore en playoff, elles jouent, elles se battent comme des chiens et tout. Il y a pas d'équipe soft en playoff, ça n'existe pas, tu vois? On n'avait plus le droit d'être soft, il fallait arrêter ça et ça a été, moi, je trouve très bien fait parce que dès le début mis en place, cette équipe-là, elle a une mentalité de chien de la casse, elle a une mentalité de we don't quit et tout ce que tu veux. C'était pas que des paroles finalement, c'était aussi sur le terrain et ça, c'est quand même un vrai point positif, quoi. Je Ouais, et le plaisir, pour rebondir sur ce que je viens de dire, pardon, mais le plaisir aussi, ça, de se battre avec ces équipes-là. Je veux dire, les Rockets, les Lakers, les Wolves, des équipes avec qui, toute l'année, on avait 2, 3 victoires de retard. Je sais pas vous, mais moi, des fois, je me prenais à rêver à regarder le classement. Je me disais, mais en fait, si on enchaîne, on va finir troisième, quatrième, je sais pas. Enfin, c'est un plaisir, quoi. Limite, le play-in, c'était une déception, quoi, de finir septième. Il y a vraiment, t'as raison Julien, parce qu'il y a vraiment un moment où on y a cru. Alors le dernier mois, on a un peu décroché et tout, mais il y a eu un moment avant le All-Star Game justement où on se disait, mais en fait, on est dans la course, on est plus près des équipes de devant que des équipes du dessous. Il y avait des sages comme Lucas justement qui dans le podcast disait, ouais, mais bon, l'important c'est d'avoir de l'avance sur les équipes d'après qui vont finir fort et tout machin. Ce qui était vrai parce que finalement, ça nous a permis de finir devant Portland et les Clippers qu'on finit assez fort. Et qu'effectivement, on a fini plus près de ces équipes-là que celles de devant finalement, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment dans la saison où on s'est dit: «Mais avec cet élan-là, jusqu'où ça peut aller, en fait?» Et alors, ce sera après dans les points négatifs, mais finalement, il y a aussi de la frustration parce qu'on n'a jamais vu cette équipe finalement au complet. Alors ce qui est là, le lot en NBA, ça arrive tout le temps évidemment, mais c'est une frustration. Ça reste une frustration de se dire, la version de cette équipe qui est en train de monter en puissance, il manquait Jalen Green. Et quand lui est arrivé, il y a eu la double blessure de Mark Williams et de Dillon Brooks qui fait que l'équipe était forcément différente, quoi, et donc enfin moins performante. Oui, forcément, tu perds deux titulaires, c'est plus compliqué, quoi. Mais même, enfin voilà, le mix pouvait pas être le même, quoi, sans ces Et deux Booker joueurs. qui a raté des matchs aussi, hein. C'est ça, Booker qui a arrêté des matchs à ce moment-là. Donc il y a eu, en fait, sur
toute la fin, je dirais, à partir de janvier, en fait. C'est-à-dire que dès le début, Green était absent, mais je veux dire, on s'est dit: «Ah bah, c'est en train de se mettre en place et il aura juste à se greffer à ça». Mais ça a jamais été possible et effectivement, c'est un petit peu la frustration, c'est de se dire, dans le potentiel, à un moment, on a cru que si tout continuait à cliquer comme ça, on pouvait finir top 6 quoi et peut-être que ça aurait pu être possible. Ouais, moi, je me souviens d'un moment dans la saison où on est devant les Rockets et les Lakers et je regarde, sur l'application Oops le classement de la NBA, je suis là: «Let's go, c'est du bon, arrête la saison, c'est fini, on arrête tout, The Out. on arrête tout, ça me suffit». On finit les gars à 45 victoires. 45 victoires pour pardon, 37 défaites. On est 7e effectivement de la conférence Ouest. Et pour rentrer un petit peu plus dans les statistiques, on est 16e à l'offensive rating, on est 10e sur 30 au defensive rating, donc ça veut dire qu'on est dans le premier tiers des meilleures équipes défensives, ce qui est tout à fait correct, honnêtement, vu le matériel. Et on est donc 15e sur 30 au net rating, ce qui veut dire qu'on est extrêmement mid. Et on arrive donc à être 7e au milieu de la conférence, au milieu de la conférence Ouest. Finalement, c'est une équipe qui, statistiquement, de l'extérieur, pour moi, sans avoir vu les matchs, ne donne pas vraiment de surprise. Toutes les statistiques indiquent qu'on est moyen. On finit au milieu du tableau de la conférence Ouest. On est éliminé au premier tour de manière extrêmement violente. On en parlera peut-être un petit peu plus tard par Oklahoma, mais franchement, c'est vraiment sans surprise et sans trop de déception, en tout cas pour moi, sur le résultat final. Euh, Est-ce que vous avez des satisfactions du côté de l'attaque, des choses que vous avez vues et qui vous ont vraiment plu? Bah, peut-être rebondir sur ce que tu viens de dire, déjà une dernière statistique moi qui m'a marqué aussi, c'est qu'on est la 3e équipe de la NBA en termes de turnover provoqués et ça, bah, voilà, je trouve que ça souligne bien tout ce qu'on vient de dire avant, avec, notamment des mecs comme Jordan Goodwin, qui symbolise un peu ça avec, je crois qu'il était le 9e meilleur, intercepteur de la NBA donc voilà, une envie constante qui faisait vraiment plaisir à voir. Non, bah, du côté de l'attaque, j'ai envie de dire, dis-moi si je me trompe, j'ai pas l'impression que Jordan Hotz a révolutionné le coaching NBA, mais en fait, il a choisi de se baser sur des principes simples qui fonctionnent avec, voilà, du pick and roll, du jeu où ça bouge. Et puis finalement, faut pas oublier aussi on en a parlé rapidement il y a quelques minutes, on a eu une grosse adresse au tir, on a eu finalement, des mecs comme, Dillon Brooks en est un peu le symbole, quoi. Je veux dire Dillon Brooks, combien de matchs, il nous fait à plus de 30 points où franchement tu regardes les tirs qu'il prend, il y a quand même beaucoup de tirs difficiles, des tirs forcés, puis ça rentre. En fait, ça rentre. En fait, le mec a une réussite incroyable. Colin Gillespie, ça a été pareil pendant surtout le début et la première moitié de la saison régulière, où à chaque fois tu te dis ok, c'est peut-être pas la meilleure décision. Ah bah si, en fait, ok, le mec à 3 points, il est devenu enfin, celui qui a marqué le plus de 3 points dans une saison dans l'histoire des Suns. Donc en fait, voilà, il y a aussi ce sentiment que tout fonctionnait et c'est pour ça qu'il faudra, voilà, pas non plus se reposer sur nos acquis parce que j'ai envie de dire aujourd'hui en NBA, on sait comment fonctionne la saison régulière. Avoir de l'envie, développer un jeu simple, bien bouger en attaque, ça suffit entre guillemets pour voilà gagner des matchs et être une équipe mid, comme tu l'as bien souligné avec les statistiques. Donc non, c'est vraiment voilà pour moi c'est vraiment un côté un collectif retrouvé et puis Jordanos qui a bien imprimé ça et qu'il va falloir, je pense, à qui il va falloir faire confiance voilà, pour les années à venir. De toute façon, on sait que, sauf grosse surprise, dans les 3, 4, 5 ans à venir, on va pas viser le titre, on va pas, avoir des ambitions, démesurées. Donc, faut le garder, faut construire et faut garder cette identité et essayer de la perfectionner, année après année. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais à propos des turnovers, mais effectivement, et de Jordan Hott aussi, de ce qu'il avait mis en place. Mais on a un coach qui a quand même mis en place des systèmes tactiques des deux côtés du terrain qui sont modernes et qui sont adaptés à la bataille des possessions, qui est l'enjeu principal aujourd'hui en NBA. Et on peut voir effectivement que c'est la 3e équipe de NBA dans la provocation de perte de balles pour l'équipe adverse, que c'est la 10e sur les blocs, donc on n'est pas pire pardon, c'est la 25e en bloc, donc sur la défense de la raquette, on n'est pas très bon. Par contre, on est très bon sur les steals, tu l'as dit Julien, on est 4e. Et puis ensuite, on est 5e au volume de tirs à 3 points pris, donc ça c'est vraiment très positif. En revanche, on n'est que 12e sur le pourcentage avec 36%. Donc c'est pas top, mais c'est vraiment encourageant, surtout qu'on n'avait pas un matériel qui était toujours présent. Jalen Green a été absent une bonne partie de la saison. Devin Booker n'est pas un grand shooter à 3 points. Grayson Allen a été énormément absent aussi, il me semble. Donc voilà, il y a des choses qui sont quand même très positives, je trouve, dans les marqueurs statistiques de la saison. Et c'est notamment cette bataille des possessions sur laquelle Jordan Hall s'est positionné très vite. Et qui, pour moi,
a marqué aussi, la changement de culture. Un vrai changement de culture parce que la bataille des possessions, c'est un jeu de mort de faim et de chien de la casse comme disait Rod au début et c'est pour ça qu'on a vu des joueurs aussi satisfaisants que Jordan Goodwin qui il y a 2 ans était chez nous mais était passé complètement Enfin, à même pas là. travers de sa saison Ouais, ouais, ou c'est pas le même n'apportait joueur. pas ou un joueur comme Josh Okogie, aujourd'hui je pense s'épanouirait beaucoup plus sous Jordan Ott qu'à l'époque sous Budenholzer ou sous Vogel. Mais voilà. Rod, je te laisse rebondir sur ce que Julien, disait. Bah, ouais, et puis sur ce que tu dis aussi, parce que c'est vrai que en fait, tout est un peu lié, hein, cette histoire-là d'intensité, cette histoire de bataille des possessions qui est vraiment un truc important, et cette histoire de modernité dans le jeu. C'est-à-dire que, c'était un peu pour suivre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les 2 versions précédentes, la version avec KD et Bradley Beal, parce qu'il faut pas non plus oublier, l'ami Bradley, hein, dans l'histoire, hein, même s'il est un peu moins joué, il est bien important en fait dans le downfall de cette époque-là. Hem Même sur le terrain, hein, et donc tout ça pour dire qu'effectivement, oui, il y avait un truc très anachronique dans ce que proposaient les Suns. C'était vraiment très daté, très vieux, presque, voilà, un jeu qui n'a plus trop de sens, à pratiquer aujourd'hui parce que trop soft, mais aussi parce que pas vraiment adapté, bah, voilà, c'est-à-dire qu'ils choisissaient pas vraiment entre le 3 points et attaquer la raquette. Il y avait pas vraiment de ligne conductrice à part, bah, les stars, faites-nous rêver, portez la balle et voilà. Effectivement, là, on a un jeu qui était beaucoup plus cadré, qui, évidemment, fonctionnait et en fait, ça s'est construit petit à petit, au fil de la saison, mais c'était déjà le plan, en arrivant, en démarrant la saison. Là, on va parler côté offensif surtout évidemment, parce que c'était, là-dessus que tu lançais Greg au départ. Mais sur Booker vraiment en initiateur principal, en porteur de balle principal, même si évidemment, ça pourra jamais être un porteur de balle héliocentrique, Devin Booker. Mais on a vu que cette saison, il avait encore plus de responsabilités là-dessus, qu'il a été amené à, pour moi, c'est sa meilleure saison dans la passe, même si je sais pas ce que disent les chiffres exactement, mais en termes de rendu visuel, pour moi, il fait des passes aujourd'hui, qu'il était moins capable de faire il y a encore 2 3 ans. Il gère mieux tout ça, la comment dire? Bah, la géométrie du terrain, les prises à 2, le timing des passes et tout, pour moi aujourd'hui, même s'il y a encore du déchet, il est à sa meilleure version là-dessus. Peut-être que ça s'est fait un peu au détriment de sa réussite au tir, ça c'est une question qu'il faudra se poser cet été. Mais en tout cas voilà, il avait ce rôle-là, heu, je par la force des choses et le fait que Colin Gillespie ait eu un rôle très important en tant que porteur de balle d'abord dans un premier temps parce que Daniel était absent, puis dans un deuxième temps parce qu'il s'est rendu, très utile, voire indispensable dans cette équipe-là. En fait, malgré tout, c'était un porteur de balle secondaire, Colin Gillespie, dans cette équipe-là. C'était pas le meneur de cette équipe. Enfin voilà, il faut pas non plus réécrire l'histoire. C'est pas parce qu'il fait 1,90 m que forcément c'est un meneur. En tout cas, c'est un joueur qui est, très efficace off ball. On l'a vu toute la saison, Colin Gillespie et donc ce fonctionnement-là, en fait, tu as une première option qui était vraiment, Booker, qui était le porteur de balle, qui a beaucoup plus enfin, qui a réussi à encore augmenter son volume de drive, et donc du coup, on l'a dit avec Lucas, enfin dans différents podcasts cette saison, c'était un peu une des limites de l'équipe. C'est-à-dire que c'était un peu le seul joueur capable de créer des décalages sur drive en fait, Devin Booker dans l'effectif cette saison, avec Jalen Green, mais Jalen Green joue tout seul, donc il n'en fait pas profiter ses coéquipiers. Donc du coup, en fait, le problème, c'est que d'une manière générale, ça faisait que notre jeu était assez stéréotypé. Notre jeu était assez stéréotypé, mais comme on jouait vite et comme on jouait avec beaucoup de, comment dire? Je sais pas quel est le bon terme, mais tu vois, très souvent en première intention. C'est-à-dire que les choix sont quand même faits assez vite et l'idée, c'est que quand tu, vas prendre ton tir, tu n'hésites pas, et quand tu fais l'extra passe, tu hésites pas non plus. Donc en fait, tu gardes le décalage que tu as. En fait, vraiment, l'idée, c'est de jouer vite en attaque pour garder le décalage et ça, les joueurs ont bien fait toute la saison, j'ai l'impression. En fait, c'est plus et c'est pour ça que je voulais nuancer un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la réussite. En fait, c'est ça, c'est marrant parce que toi, Julien, tu as commencé par dire: «Ah bah, on a été quand même un peu en réussite cette saison» et puis, Greg, après, tu as regardé les stats et tu as fait: «Bah, en fait, finalement, pas tant que ça». En fait, c'est juste qu'on l'a été très longtemps dans la saison et que ça s'est un peu écroulé sur la fin, notamment, on l'a dit sur les joueurs qui ont beaucoup joué. Alors je cite, ça fait 3 podcasts maintenant que je cite cette stat-là, pardon, mais pour moi, elle est extrêmement importante. Elle est elle est même comment dire? Elle est pas décisive, mais elle est, ultra pertinente pour comprendre, la fin de saison des Suns. Dans le top 4 des plus gros temps de jeu de Phoenix cette saison, il y a Conley Gillespie, il y a Oso Ighodaro, il y a Royce O'Neale. Alors notamment Conley Gillespie qui est le plus gros temps de jeu des Suns cette saison, Ouais. 2282 minutes au total. 2282 minutes au total. Je vous Ensuite, donne c'est le Royce O'Neal. Royce O'Neale qui a plus de 2200 minutes. Alors juste pour Royce, donc il avait fait 2213 minutes en saison régulière cette saison. Ça faisait alors j'avais pareil, tu vois, j'avais déjà dit ça, mais je le redis,
Ça faisait depuis 2022-2023 qu'il avait pas joué depuis plus de 2200 minutes en NBA, donc ça faisait 3 ans. Voilà, tranquille. Et Colin Gillespie, donc on a dit 2282 minutes. La saison dernière, il a joué 461 minutes au total avec Félix, et la Ouais. saison d'avant, avec Denver, 225 minutes au total. Donc si on cumule le nombre de minutes de Colin Gillespie sur ces 2 premières saisons NBA, on n'a même pas le tiers du nombre de minutes qu'il a joué cette saison. Il y a un facteur évidemment de fatigue, d'usure autour de ça, qui est très important. J'ajoutais Osso aussi, parce que Osso, il a joué 1800 minutes, il a joué 82 matchs, et à la fin de la saison, bah, il était un peu moins performant physiquement. En fait, d'une manière générale, ce qu'on a vu, alors évidemment pour le tir à 3 points, ça s'applique pas à Osso Ighodaro, ça s'applique surtout à Colin Gillespie et à Royce O'Neal, mais on a vu que la fatigue, l'usure a vraiment pesé sur la réussite des joueurs en fin de saison. Un Colin Gillespie qui finit à 40%, il a été à 43% quasiment toute la saison, tu vois? Royce O'Neal, c'est pareil, il était sur des stats de réussite historique, il a plongé un peu sur la fin, il finit à 40%. Et finalement, si tu regardes l'ensemble de l'effectif, bah, il y a peu de joueurs en termes de réussite globale à 3 points qui ont fait des énormes saisons. Il y a même des joueurs qui ont été en dessous de leur standard. Un Grayson Allen à 35%, bah, c'est pas ouf par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport à ce qu'il a déjà fait à Phoenix, par exemple, tu vois? Booker, on l'a dit, c'était vraiment une mauvaise saison au tir et tout, machin. Donc en fait, il y a globalement, moi, c'est ça qui me rassure un peu, c'est que vraiment sur le côté offensif, je suis désolé, c'est un long tunnel, mais sur le côté offensif, je vois vraiment, heu, un canevas de base qui est effectivement beaucoup plus correspondant à ce qui est, requis aujourd'hui pour exister en NBA de ce côté-là du terrain. On manque de talent, mais par contre les systèmes sont bien exécutés, on joue simple, donc on se prend pas la tête et finalement on joue sur nos forces, ce qui est plutôt une bonne chose. Heu et pour moi, il y a un potentiel d'améliorer encore les choses, en fonction de l'évolution du casting et en fonction des options. C'est-à-dire qu'on a fini la saison et effectivement, la phase de la saison, offensivement, c'était pas très, très beau sur la fin, avec, bah, finalement des options qui étaient assez simples à lire pour l'adversaire, avec seulement 2 joueurs derrière Booker capables de se créer leur propre tir de manière régulière, qui sont Jalen Green, et Dillon Brooks. Donc ça vous situe un peu le niveau d'efficacité de ces joueurs-là, la menace que ça représente pour les adversaires. Voilà, tout ça est en construction. C'est pour moi vraiment sur le côté attaque qu'il y a des premières étapes. C'est logique qu'on en soit là. Il y a toutes les limites en fait, voilà, vraiment de notre effectif dans notre rendement offensif, quoi, vraiment pour moi. Et pour moi, il y a aussi matière à faire mieux. Vraiment, dans ce domaine-là, pour moi, il y a vraiment matière à faire mieux. Pas qu'il y avait matière à faire mieux cette saison, mais il y a matière à se servir de ça pour construire et pour arriver sur Ouais, d'autres c'est ce que options disait Julien, ouais. la saison prochaine. Voilà. Julien, tu Désolé veux pour ça. rebondir là-dessus? Non, non, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient tout ce qui vient d'être dit. Évidemment, et si ce n'est que voilà, je voudrais peut-être revenir aussi sur la réussite, parce que c'est vrai qu'elle s'est écoulée en fin de saison, mais moi aussi un symbole de ça, peut-être, c'est Jean-Marie Bouillet, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le mec, tu le ramènes, il sort de nulle part, tu lui donnes des minutes, et puis le mec, il fait plusieurs matchs à plus de 10 points d'affilée. Et moi, c'est vraiment le moment de la saison où je me suis dit, mais en fait, cette équipe, peu importe ce qu'on fait, ça va marcher, en fait, peu importe qui on sort. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi le collectif qu'il a emporté cette saison, et c'était ça qui était vraiment plaisant à voir. Et puis évidemment, Colin Gillespie, il a déjà tout dit, mais pareil, un mec qui, il y a 1 an et demi, un an, n'avait pas forcément de futur en NBA et qui finalement s'est révélé, et voilà. Et ça, c'est vraiment des belles trouvailles qu'on peut mettre au crédit du front office des Suns et de Jordan Knox qui a su bien les exploiter, ouais. Ouais, je pense que Phoenix a vraiment implémenté une culture de la data, dans l'organisation parce que c'est le cas du côté du Mercury. Vous le savez, je suis, davantage la WNBA là depuis quelque temps et j'ai eu le plaisir d'interviewer Monique Akua-Makani qui est donc, joueuse et meneuse du Mercury en WNBA et sur son process de recrutement, elle m'a effectivement fait savoir que ça sortait de nulle part, mais le Mercury lui a proposé de venir faire le camp d'entraînement de l'été et donc c'était, l'été, 2025, juste avant le début de la saison et elle a fini meneuse titulaire de l'équipe finaliste WNBA et en fait, elle a expliqué que comment le Mercury l'a trouvée alors qu'aucune autre équipe ne l'a de WNBA ne l'avait contacté et que vraiment c'est sorti de nulle part. Et bien simplement, ils ont des data scientists qui s'occupent de ramasser les datas de toutes les ligues et ils trient en fonction des compétences que le coach et que le front office visent. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Jean-Marie Bouillet. Parce que Jean-Marie Bouillet, c'est un énorme driver, c'est quasiment sa seule compétence. Il a 80% d'ailleurs au cercle quand il drive, ce qui est extraordinaire, c'est digne des pivots, hein. C'est digne des pivots finisseurs, alors que c'est un guard et il a ce premier pas foudroyant
Et sur quoi Jordan Haut a insisté cette saison, c'est le drive. On le voit aussi dans les statistiques au drive de Devin Booker, notamment, qui ont augmenté cette saison. Djamaré Bouye, c'est un excellent driver et il y avait besoin de relais au drive pour mettre de la pression sur la peinture. Et je pense vraiment que pour le coup, le front office est armé de data scientists qui font un très bon boulot de recrutement. Je pense que ça a été le cas sur Colin Gillespie aussi, et je pense que ça a été le cas sur Djamaré Bouye et sur Jordan Goodwin. Et du coup, je rebondis sur Jordan Goodwin parce que je sais que Rod, c'est peut-être ton joueur préféré de la saison. Je voudrais te poser cette question, Julien. Est-ce que tu as un joueur préféré cette saison et pourquoi Jordan Goodwin? Alors c'est vrai que c'est dur de pas aimer Jordan Goodwin, autant au niveau de l'attitude que du côté bonne humeur permanente de tout ça. C'était vraiment très très plaisant à voir. Non, ça va pas être original, mais je pense que c'est plutôt Colin Gillespie. Et voilà, ce côté réussite, ce côté sorti de nulle part. Peut-être pour être un plus original, même si c'est pas mon joueur préféré, mais quand même c'était Dylan Brooks, qui a été la cible également de pas mal de critiques, notamment en fin de saison, des critiques valables, hein, voilà, avec une réussite qui peut pas parfois faire des hauts et des bas, chuter, avec un côté très solide des fois qui va nous énerver, vous savez, avec toutes ces possessions où il va s'entêter dans l'isolation, alors que franchement limite au début de la possession, tu sais qu'il va pas marquer. Mais malgré tout, quand on voit sa carrière, quand on voit son parcours, c'est le dénominateur commun, pardon, de plein d'équipes où justement il manquait parfois un peu d'identité, il manquait un peu cet esprit collectif de tout donner sur chaque match, et il l'a apporté. Et en fait, la transition de la génération Bill Durant avec la sienne, on peut dire que c'est l'un des leaders de ça, quoi. Faut pas l'oublier, en début de saison, souvent, combien de matchs? Il doit faire au moins 15 ou 20 matchs, c'est le meilleur scoreur de l'équipe, en fait. C'est pas Booker le meilleur scoreur de l'équipe, c'est lui. Et donc je pense qu'il faut quand même le mettre à son crédit. Je sais pas quel avenir aura Dylan Brooks à Phoenix, parce que voilà, il a un contrat qui se termine à la prochaine intersaison, si mes souvenirs sont bons. Donc il va falloir voir qu'est-ce qu'on en fait, à quel prix également, parce qu'il a des limites. Il a des limites claires. Donc voir quel rôle on peut lui donner pour sur le long terme. Mais malgré tout, il a changé d'état d'esprit, et c'est vraiment aussi, je pense, on parle beaucoup de Jordan Goodwin, à raison, parce que il y a le côté bonne surprise et le côté aussi rôle qu'on attendait plus mineur en début de saison. Mais en fait, Dylan Brooks, il est venu limite confirmer l'attente qu'on avait sur ce transfert, parce que bon, bah voilà, forcément, avec un groupe un peu dépeuplé de stars, fallait que ce soit un mec comme lui, fallait que ce soit Jalen Green qui prenne un peu le relais au niveau des responsabilités, et il l'a fait autant en défense, ce qu'on attendait, qu'en attaque, que ce qu'on attendait un peu moins. Donc je pense que c'est aussi l'un des joueurs à mettre en avant. Je t'en prie, Rod. Ouais, alors sur Brooks d'abord, je suis vraiment, vraiment complètement d'accord. On l'a un peu oublié au fil de la saison, mais il y a eu effectivement tout ce truc en début de saison, au-delà même de sa participation offensive, sur le fait que, bah, le changement de mentalité, il était vraiment moteur là-dedans, en fait, quoi. Il a impulsé un truc, en fait, dans cette équipe qui a vraiment, vraiment, été très, très positif, et effectivement, je pense que d'une manière générale, autant enfin voilà, je vais pas répéter ce qu'on dit, et enfin ce que vous avez dit et ce qu'on dit, à chaque épisode. Il peut être énervant évidemment, en attaque, mais même en attaque en fait, il sert en fait, parce que c'est un joueur qui a jamais peur en fait, qui a jamais peur de se confronter à l'adversaire, qui a jamais peur de l'adversité, qui a jamais peur de la difficulté, j'allais dire, tu vois? Pour le meilleur et pour le pire, parce qu'effectivement des fois ça rend fou, mais en fait, c'est quand même, important d'avoir ce type de joueur-là. Encore une fois, ne serait-ce que pour impulser quelque chose en termes d'état d'esprit, et on voit bien que c'est quelque chose qui a été communicatif. Je crois que tu as raison de commencer par lui, Julien, justement, pour inclure tout le reste, en fait, finalement. Parce qu'effectivement, Colin Gillespie qui a été adoubé très vite, hein, d'ailleurs par Brooks en début de saison, William Junior, machin, machin. S'il y a il y a de ça, en fait. S'il a changé de statut dans l'équipe, c'est parce qu'il a été au diapason, de cette nouvelle, intensité de ce nouveau hustle qu'a apporté Brooks. C'est évidemment complètement valable pour Goodwin aussi. Alors, j'étais en train de réfléchir là pendant que vous parliez juste avant. Est-ce que vous vous souvenez, moi je me souviens plus, qui était le joueur qui était en concurrence avec Jordan Goodwin pour le dernier spot des Suns, au moment de la pré-saison? Ouais, c'est l'ancien meneur de Philadelphie, là. Pas Jared Butler? Si, C'est c'est ça, ça, Jared Butler, ouais. Ouais. Jared Et Butler, on et m'en avait Moi, je voulais que ce vendu. soit Jared Butler surprise. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement, je voulais juste mais on revenir était sur ça. nombreux là-dessus, hein. On Moi, était c'était mon tous cas on aussi. était tous après la pré-saison à se dire: «Ah quand même Jared Butler, il a fait des bons trucs, il met 30 points sur le dernier match face aux Lakers, ce serait bien de le garder», et là paf! Le coup près tombe. Non, 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 on va garder Jordan Goodwin. On s'était dit: «Bon, effectivement, Ott a dû se dire Jordan Goodwin, au moins c'est régulier, et ce sera pas un génie, mais voilà». Il avait peut-être vu aussi quelque chose que nous on n'avait pas vu. Franchement, le mec commence donc
14e, 15e homme dans la rotation des Suns. Il finit titulaire, hein, on rappelle ça quand même. Il a fini titulaire en 4 parce que le mec était tellement chaud que tu peux le mettre en 4 de toute façon. Ouais, en fait, tu as raison, je pense vraiment Jules a parlé de parler d'effets de surprise autour de lui, parce que c'est vraiment pour ça, moi, que je suis tombé amoureux de ce joueur-là, parce que je m'y attendais pas du tout, en fait. Je me disais pas genre: «Ah, ce mec va être important dans la saison des Suns». Non seulement il était important, mais il a vraiment dépassé les a en fait, c'est ça, c'est peut-être, hormis Gillespie évidemment, le joueur qui a le plus dépassé les attentes, qui a vraiment, atteint un niveau, qui était inenvisageable, inimaginable, quand il est passé il y a 2 ans, même l'année dernière aux Lakers. C'était un joueur sympa, mais franchement, tu te disais pas qu'il allait faire ça, quoi. Et en fait, il est encore plus important que Brooks sur un élément que vous avez cité tout à l'heure, c'est la bataille des possessions. Parce que non seulement c'est un intercepteur fou, un défenseur, de très haut niveau en contre 1 sur les ailes aussi, mais c'est aussi un rebondeur offensif, Ouais, il mais est phénoménal, ouais. incroyable, incroyable. Et moi, c'est vraiment cet aspect-là, notamment parce que c'est un truc qui me faisait partir voilà, les dernières années avec les Suns, à quel point on était mou au rebond offensif, on n'existait pas, et comme du coup on était petit, ben, on se faisait aussi bouffer au rebond défensif, c'était l'horreur absolue. Là, on a toujours été un peu en déficit cette saison avec le rebond def. En revanche, sur le côté rebond offensif, on a été monstrueux toute la saison, notamment grâce à ce joueur. Franchement, je sais pas quelle est sa moyenne de rebonds offensifs sur la saison, je vais essayer de regarder ça tout de suite pendant que je vous parle, mais c'est monstrueux. Enfin, sur un joueur aussi petit, je crois que j'ai jamais vu ça de toute ma Je vie, crois que quoi. c'est le 4e meilleur rebondeur offensif de la ligue ou 5e. En tout cas, il est dans le top 10, c'est sûr, et c'est le meilleur guard. Bah, en C'est tout cas, ça, un voilà, mec qui est dans ses meneurs, quoi. oui, c'est Ouais. ça. En fait, déjà, qui fait donc, je sais pas, un 93, un 94, un truc comme ça, qui est pas beaucoup plus grand que ça, qui joue donc ses 20 minutes par match, quoi, et qui joue donc ouais, donc c'est ça, en rapporté en 36 minutes, je sais pas, je vais regarder, mais donc c'est 2 rebonds offensifs par match en moyenne sur la saison, ce qui est quand même complètement dingue. Donc rapporté en 36 minutes pour, enfin étendre un peu le truc, on est à 3,2, donc effectivement, il se positionne, juste derrière Kalen Maluach, devant Rasher Fleming, devant Oso Ighodaro, devant Ryan Dunn, enfin voilà, devant les spécialistes un peu, ailier fort, pivot, de ce type de truc-là. Vraiment, toute la saison, il a apporté, et en fait, c'est pas seulement le rebond offensif, enfin, c'est le rebond offensif évidemment, mais c'est de dire dans ces cas-là, généralement, et ben, il est démarqué de la ligne derrière parce qu'en fait, il l'attaque. En fait, tu vois? Il est pas seulement en train de se battre pour essayer de récupérer le ballon, c'est qu'il va vers le panier dans cette perspective-là, et derrière pour conclure derrière. En fait, enfin, il y a vraiment eu tout un truc, tout un arc Jordan Goodwin, j'ai presque envie de dire sur la saison, moi, qui m'a fait décoller, parce que je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop bien d'avoir des joueurs comme ça». J'avais oublié que c'était possible, en fait. Enfin, tu vois, effectivement, on a eu Josh Okogie, comme tu as bien rappelé, Greg, qui a assuré un peu ce rôle-là pendant 1 an et demi Oui, avant mais qu'il le se coaching autour était pas fasse trader. adapté. Bon, à Oui, l'époque, les coachs ne proposaient pas la bataille des possessions, ils étaient dans oui, autre c'est ça. chose. C'est ça. Et effectivement, en fait, c'est ça, c'est dans le côté communicatif, dans le côté, toute l'équipe joue comme ça. En fait, quand toute l'équipe est, au diapason sur ce thème-là, et que tu as un mec qui enfin, non seulement, est au niveau d'intensité des autres, mais arrive à monter le curseur Ouais. encore un peu plus haut, waouh, ça fait trop plaisir, quoi. Et effectivement, ça fait que les équipes en face, elles ont pas vraiment de réponse, quoi. Alors, tu as mentionné, Rasheed Fleming et Kaman Maluach très rapidement. On va, transitionner des satisfactions vers les déceptions, et du coup, je pense qu'on peut parler des rookies pile au milieu, parce qu'il y a des satisfactions individuelles et il y a peut-être des déceptions, structurelles avec, ces 2 rookies, ou en tout cas des choix qui ont été discutables sur la manière dont ils ont été joués. Moi, je me suis fait beaucoup, je dirais peut-être par rapport à la fanbase, l'avocat du diable des choix du coaching de ne pas faire jouer les rookies cette saison, et notamment Kaman Maluach pendant la saison, mais aussi en playoff, Rasheed Fleming, etc., etc. Et je vais vous expliquer ma taille, c'est que on est sur 2 rookies qui ont. Alors, Kaman Maluach, ça fait 5 ans qu'il fait du basket et il est vraiment tout jeune et tout vert. Et on s'est rendu compte pendant la saison que même face aux équipes B ou aux équipes C de nos adversaires, il était quand même en galère sur le début de saison. C'est devenu un petit peu mieux, etc. Mais c'est devenu aussi un peu mieux relativement aux autres personnes de la rotation. Clin d'œil à Nick Richards, qui est vraiment une catastrophe ambulante. Souvenez-vous de notre bonheur quand on avait remplacé Youssouf Nurkic par Nick Richards. C'est vrai. Eh bien, cette adrénaline d'avoir remplacé Youssouf Nurkic à l'époque par Nick Richards, c'est un peu la même quand on voit Kaman Maluach faire 1 ou 2 trucs de mieux que Nick Richards sur un terrain de basket. Mais il faut prendre un peu de recul. C'est un joueur qui est trop jeune aujourd'hui, qui pour moi n'a pas sa place sur des parquets NBA de manière pérenne et stable. En tout cas pour l'instant. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un plafond qui fera que ce sera un joueur extrêmement important du futur des Suns. Et honnêtement,
Je le souhaite parce que son profil me plaît de ouf. Mais je me suis fait l'avocat du diable et je reste sur mes positions. Je pense qu'effectivement, c'était pas la bonne saison pour le faire jouer et je pense qu'il est pas encore prêt et qu'il va prendre des minutes au Valley Suns et que ça va être top de le voir évoluer. Et ensuite, on a Rashir Fleming. Rashir Fleming, second tour de draft, si je me trompe pas. Et là, on est sur un joueur qui, n'est tout simplement pas Colin Murray Boyles. C'est-à-dire qu'il a des mensurations absolument incroyables, mais il n'a pas encore le volume et les capacités de jouer 20, 30 minutes pour une équipe, même une équipe mid ou une équipe qui serait dans le bottom 10 de la ligue. Et malheureusement, il faut s'y attendre. C'est un second tour de draft. Et certes, il y a des flashs qui sont encourageants. Et certes, ça peut se développer, devenir un super role player à la Jack Roder, etc. Tout ce que vous voulez. Oui, mais laissez du temps au temps. Laissons du temps au temps. Et je pense que la montée en enthousiasme autour de cette équipe, de l'effervescence, de la culture, de la combativité, etc. et du grit and grind, comme tu disais, Julien, c'est une expression qui pour moi est très juste, d'autant plus qu'on a une pace qui est très basse, comme Memphis à l'époque du grit and grind. Donc c'est vraiment une expression qui fonctionne. Je pense que il faut se souvenir que le grit and grind de Memphis était basé sur des joueurs qui étaient expérimentés et vétérans. Prime Marc Gasol, c'est Marc Gasol à 29-30 ans. Tony Allen sur les lignes extérieures, c'était expérimenté, etc. C'était des joueurs d'expérience. Et aujourd'hui, si on lance dans le bain des bébés, parce que c'est vraiment deux petits bébés, moi j'ai très peur que en fait on les sacrifie sur l'autel de cette culture de l'effort, etc., etc. Donc je préfère qu'ils soient en couveuse plutôt qu'ils soient joués. Je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais moi, c'est mon avis. Ma grande satisfaction, du coup, c'est que on a eu des flashs de ces joueurs qui sont encourageants et qui, pour moi, un peu comme avec Ryan Dunn et Oso Ighodaro, me font dire que notre cellule de scouting est correcte. On aura l'occasion de rediscuter d'Oso Ighodaro avec Julien. Mais en revanche, et je finis ce tunnel là-dessus, enfin pas en revanche, mais en plus, je trouve que le coaching staff et le front office prennent des décisions sur la conservation de ces jeunes joueurs en pépinière plutôt que de les faire jouer de trop. Et ça, moi, j'aime bien. Ça me rassure beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut pas le pousser à l'absurde non plus. C'est-à-dire qu'en effet, cramer ces mecs, leur donner 35 minutes d'un coup, on a déjà vu à Phoenix que ça marchait pas. Je veux dire, rappelez-vous les années Dragan Bender, Marquis Chris. Je vais pas vous faire la longue liste de busts qu'on a eu. Joe Jackson, voilà, on le salue. Non, mais voilà, en effet, il faut monter progressivement vers des responsabilités et les faire entrer dans la rotation progressivement. Je pense que ça a été très bien fait sur Rashard Fleming, qui a bénéficié des blessures pour se faire une place dans la rotation en deuxième partie de saison. Je veux dire, voilà, moi je sais qu'une stat qui a marqué, c'est le mois d'avril, si je dis pas de bêtises, c'est le mois de mars, pardon, où Rashard Fleming tire à 40% à 3 points en fait. Un mec où au début, quand il prenait ses shoots, on avait un peu peur, on se disait, waouh, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on l'attend. Et en fait, il tirait à 40% 3 points, ce qui fait que s'il arrive à retrouver ses standards dans les années à venir, t'as un joueur qui va être intéressant tout de suite, en fait, et qui peut être un bon remplaçant tout de suite. Il est long, il prend de la place en défense, et si en plus il commence à planter à 3 points, pour la NBA moderne, c'est tout à fait satisfaisant. Après, voilà, à voir que sera son potentiel, mais voilà. Après, pour reprendre sur ce que je disais en début du propos, pas pousser ça à l'absurde. Je pense qu'en fin de saison, on a tous été très frustrés quand on avait du Haywood et Highsmith qui jouaient pivot en rotation, en sortie de banc. Ça n'avait aucun sens et ça marchait pas en plus. Je veux dire, moi, je préfère toujours avoir un Raman Malouache qui va jouer en sortie de banc plutôt qu'un ailier que tu mets pivot, tu sais pas le faire et qui va mal le faire et qui va se faire cibler par l'adversaire. Donc je suis d'accord avec toi, mais voilà, tout dépend de l'effectif qu'on aura au niveau du pivot. On en parlera plus tard avec l'intersaison qui arrive. Et voilà, et faire cette montée en gamme progressive. Après, Malouach, bon, c'est voilà, comme tu dis, il a commencé le basket récemment. On n'est pas sûr de savoir quel sera son plafond, donc à voir, parce que on entend aussi des rumeurs par-ci et là qui disent qu'il pourrait éventuellement être sur le marché cet été. Donc à voir, il faudra prendre une décision. Il faudra prendre une décision. Est-ce qu'on lui fait confiance et dans ce cas-là, il faut vraiment pousser le projet sur plusieurs années, ou est-ce qu'on décide de, de penser que son plafond est limité parce que voilà, il y a une connaissance du basket. Ça fait pas 18 ans qu'il fait du basket. Il n'a pas eu un ballon dans les mains tout petit et ça, c'est une question à poser sur laquelle on n'a pas encore toutes les réponses. Rod, comment tu te situes vis-à-vis de tes satisfactions et de tes déceptions sur les rookies? En fait, j'ai pas envie de faire trop long, donc je vais essayer de synthétiser un peu mon propos qui de toute façon est pas si différent de ce que vous avez dit. Hem
c'est un arbitrage, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, en fait, entre le fait de développer un joueur, donc de lui donner du temps de jeu forcément, en NBA, et le fait de le «protéger» entre guillemets, c'est-à-dire de pas l'envoyer en feu, de pas l'envoyer au feu, de pas le cramer. Hem, En fait, sur ces 2 joueurs-là, enfin pour moi les données du problème sont un petit peu différentes parce qu'il me semble que Fleming est quand même un peu plus âgé. Il a quel 21 âge? ans, ouais. 21 et Kevin Maluach, il a 19. Ouais, c'est ça, il y a quand même 2 ans d'écart. Et Fleming, il avait déjà 1 ou 2 saisons, avant en NCAA. Maluach, il y a vraiment le sur son profil, en fait, sur son profil en tant que rookie, il avait marqué, voilà, prospect, de futur, prospect à développer, prospect pas prêt encore, mais avec un potentiel dingue, quoi. C'était marqué dans le de enfin, voilà, dans le contrat quand on l'a pris en 10, quoi. C'était un peu l'idée. Il faut se tu le disais beaucoup en début de saison quand, on était un peu surpris de pas le voir du tout jouer, Greg, mais il fallait se rappeler que, il avait, évolué à Duke avec, voilà, une équipe de fous furieux avec, Knoepel et Flack qui ont été tous les 2 des rookies absolument incroyables la saison dernière, et que ça lui a permis d'être à un niveau peut-être un peu, au-dessus de ce qui aurait dû être le sien, lors de son année universitaire, quoi. Il y a eu un peu, un effet comme ça, pour lui. Donc en fait, en fait, c'est ça. C'est que pour les 2 c'est valable, peut-être un peu moins pour Fleming parce que pour moi, il était déjà un peu plus prêt. 2e tour, certes, tu l'as dit, Greg, mais 31e, donc vraiment tout début de 2e tour. Ça aurait pu être une fin de 1er tour. On s'est bien enfin voilà, on s'est démerdé pour essayer de le choper dès qu'on a su qu'il était disponible au 2e tour. En fait, sur le potentiel, moi, je trouve que, c'est ça. Si je dois résumer le truc, je suis pas du tout, coach NBA, développeur de talent NBA et tout machin, donc moi, j'aurais sans doute pas fait comme ça. Mais je pense que c'est plutôt la bonne chose qui a été faite. On a vu des progrès, on a vu qu'ils sont rentrés progressivement dans la rotation. Ça a généré, de la frustration chez les fans, des Suns de pas les voir plus vite et de pas les voir avec plus de minutes. Ça a été frustrant, sur la fin de saison et pendant les playoffs de les voir à nouveau sortir de la rotation, sauf par obligation puisque Mark Williams était absent. Hem mais en fait, c'est voilà, le plan, il est OK. Moi, ça me convient et je trouve que la progression qu'on a vue, elle est pas mal. Pour moi, ça va continuer à monter, il y a pas de raison que ça continue pas à monter dans les mois à venir. Je pense que le plafond, il est quand même assez élevé pour ces 2 joueurs, et je pense que ce qu'on a vu, cette saison est plutôt encourageant, que alarmant. En fait, c'est ça. Quand bien même on a un top 10 de draft, enfin un 10e de draft qui a très peu joué, sur l'ensemble de la saison, moi je trouve que les flashs qu'il a montrés et la progression qu'il a montrée sont intéressantes. Si la courbe de progression elle est vraiment exponentielle comme on peut l'attendre avec un joueur comme ça peut monter très, très haut et puis si c'est pas le cas, bah, tant pis, ce sera un bust mais c'est voilà. Pour Fleming, pour le coup, moi j'ai plus de certitude. Je pense que dès la saison prochaine, il peut être un joueur important de la rotation, notamment parce que justement on l'a bien préparé cette saison. En fait, vraiment en fait, enfin, pour répondre finalement à ta question, Greg, après à nouveau nouveau tunnel malgré tout, mais un peu moins long que le précédent. Moi, je suis très content de la manière dont ça a été géré parce que j'ai l'impression que ça a été bénéfique pour leur progression, en fait. Sur ce qu'on a vu, en fait, ils n'ont fait que progresser tout au long de la saison. Donc un peu de frustration parce qu'on aurait aimé que ce truc-là soit validé par, une position plus ferme dans la rotation en fin de saison. Mais en fait, le plus important, c'est que les joueurs, progressent individuellement et ils le font, en fait. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis on se rend compte aussi, avec le recul, de toute la qualité de la décision d'avoir ramené une équipe de G-League, dans l'Arizona. Ça, vraiment, pour le coup, c'est hyper bénéficiaire pour les Suns et pour les rookies. On est sur 4 joueurs qui ont été sélectionnés sur les 2 précédentes drafts qui font partie de l'équipe. Ce sont des rosters de 15, donc c'est quasiment un tiers sur des joueurs qui sont au maximum sophomores. Des joueurs vraiment très, très jeunes, des joueurs à potentiel, les 4. Du coup, je trouve intéressant d'avoir les Valley Suns parce que, ben, pour le coup, ça permet de se projeter, de les développer dans les meilleures conditions possibles, tout près de Phoenix, parce que je crois que les Valley Suns sont situés un petit peu plus loin, à Tempe ou quelque chose comme ça. Donc, Arizona, ouais. ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est dans l'État de l'Arizona. Je crois que c'est à 2 heures de route. Mais voilà, ça c'est vraiment très cool. Il faut le souligner parce que c'est important dans le développement des joueurs. Si on n'avait toujours pas d'équipe G-League, eh bien, le développement des joueurs serait pas, aussi garanti qu'aujourd'hui. Donc, pour le coup, reste extrêmement critique vis-à-vis de Matisse Bia et je suis pas vraiment très content que ce soit l'owner. Mais là-dessus, je trouve que, il a eu du flair de développer les infrastructures et notamment l'équipe de G-League, dans l'Arizona, quoi. On va passer aux déceptions. Les enfants aux déceptions de la saison, il y en a quand même, hein.
Il y en a quand même. Je pense pas qu'on puisse dire que la défaite 4-0 contre OKC soit vraiment une déception cette saison. Je pense que ce serait quand même faire preuve de mauvaise foi. C'est une équipe qui est historique et qui est largement supérieure à Phoenix, et je pense à beaucoup d'équipes à l'Ouest de toute manière qu'on risque de retrouver en finale NBA. Mais il s'est passé quand même des choses cette saison qui vous ont pas forcément plu et qui ont pas forcément plu à la fanbase. J'ai pris quelques notes et j'ai un nom qui me vient en tête, un nom à particules. C'est Royce O'Neal. Je voudrais avoir votre avis. Rod, je te lance en premier. Mais moi, je commence à le surnommer Royce O'Neal parce que vraiment, on est sur un joueur. Et Alex nous avait prévenu dans le bilan l'été dernier qu'on avait fait avec lui, dans le Alex de Trash Talk qu'on salue, dans le précédent épisode qu'on avait fait avec lui. Il nous avait prévenu Royce O'Neal. Moi, ça commence à me saouler. Il est sur courant alternatif, il sert à rien en défense, etc., etc. Et sur les quelques matchs que j'ai vus, c'est-à-dire 2, j'ai effectivement vu un Royce O'Neal qui était vraiment pas compétent du tout des 2 côtés du terrain. Et pourtant, c'est le joueur qui a le plus de minutes de tout l'effectif. Qu'est-ce qui se Deuxième, passe avec Royce O'Neal? Le deuxième? deuxième, Oui, c'est c'est vrai, c'est Gillespie Colin premier. Gillespie en premier, c'est vrai, pardon. C'est le deuxième joueur qui a le plus de minutes. Il a genre 150 minutes de plus que Devin Booker. Et que Ozo Ighodaro qui a joué 82 matchs, mais seulement Oui, 20 minutes par alors, match. On en reparlera voilà. plus tard. Mmh. Mais Rod, j'aimerais que tu nous parles de Royce O'Neal. Qu'est-ce qui Alors, se passe avec Royce? Est-ce qu'on peut vraiment être déçu de Royce O'Neal? vous avez devant vous l'avocat de Royce O'Neal. Non. Bah, sans aller jusque-là, je vais essayer d'apporter de la nuance par rapport à ce que tu dis, parce que pour moi, c'est pas vraiment une déception cette saison de Royce O'Neal. Sachant qu'effectivement, on partait d'un point où vraiment, voilà, on va rebobiner un peu. On partait d'un point où après la dernière saison, on s'est dit, mais mon Dieu, en fait, c'est horrible d'avoir ce contrat, enfin, ce joueur-là à 10 millions d'euros la saison avec encore 2 années de contrat. Mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Il est plus bon à rien et tout machin. Euh, Si on prend l'ensemble de la saison. Donc voilà, force est de constater, il a quand même joué 2200 minutes. Alors, s'il joue 150 minutes de plus que Booker, c'est surtout parce qu'il a joué 14 matchs de plus que Devin Booker cette saison. Il y a la disponibilité qui fait que voilà, Royce O'Neal a été disponible toute la saison. C'est surtout pour ça qu'il a un énorme temps de jeu. Voilà, à comparer par exemple à Grayson Allen. Grayson Allen, je sais pas combien il a minutes au total. 1467, c'est ça, 800 minutes de moins. C'est surtout parce que Grayson Allen a été très souvent blessé. Parce que l'un dans l'autre, Grayson Allen aujourd'hui est plus jouable en NBA que Royce O'Neal. Tu vois, ça, il y a pas de problème. Je vais pas commencer à dire le contraire. Ce que je veux juste dire pour le défendre entre guillemets, c'est qu'il a réussi quand même cette saison à se mettre dans le. En fait, ça. Royce O'Neal reste, à mon avis, un bon soldat qui, quand on lui donne une marche à suivre, un plan de jeu, va être capable de le suivre autant que ses jambes pourront le porter. En fait, il y a un peu cette notion-là. Et donc, pour moi, il y a quand même une première partie de saison où, bah, en fait, son apport il est positif parce qu'il est en feu à 3 points. Il y a une période de la saison où c'était le meilleur shooter à 3 points de NBA en volume. Et en pourcentage, il n'était pas très loin non plus d'être meilleur de NBA, notamment dans les 4e quart-temps où il plantait à tout va et tout machin. Et défensivement, il n'était pas encore une liability, en tout cas un vrai problème à ce moment-là. Il arrivait, Lucas dirait, on arrivait à peu près à le cacher collectivement, c'est vrai, mais il arrivait à être dans le ton de l'équipe qui était très très agressif sur la ligne de passe, sur le porteur, et finalement, en fait, c'est un joueur qui a aussi participé à intercepter beaucoup de ballons. C'est aussi un joueur qui, toute la saison, a fait du bien à l'équipe par sa qualité de passe, par sa qualité de connecteur. C'est un joueur qui, dans notre fonctionnement offensif, finalement, apportait cette qualité rare d'être capable justement de transmettre le ballon assez vite et avec un temps d'avance sur la défense, quoi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont capables de ça. Encore une fois, on peut citer un Dillon Brooks ou un Jalen Green dans le côté. Bah, en fait, c'est des mecs qui sont capables de faire des ISO, mais par contre lâchent très très peu la balle et donc sont plutôt des ralentisseurs de jeu qu'autre chose. Pour le coup, le Royce O'Neal en attaque a pas du tout été un ralentisseur de jeu. Ça a été même un facteur de fluidité. Ça a été un facteur de réussite offensive, enfin de réussite d'adresse pendant un long moment dans la saison avant que ça s'écroule un peu sur la fin. Donc en fait, il a été positif du côté offensif. Il a été, on va dire pour moi, neutre, vaguement négatif, mais pas tant que ça sur le côté défensif. Pendant toute une partie de saison, le bilan global de Royce O'Neal a été plutôt positif. C'est Ce quoi les qui est dates? C'est quoi les dates là? Ça s'arrête à quel moment? Ça s'arrête début novembre pour ou? moi, non, vraiment, pour moi, ça commence à s'écrouler sur le moment où
ou collectivement après le All-Star Game, c'est plus D'accord, dur. donc après le All-Star Game, OK. C'est un moment où aussi justement, Dillon Brooks, n'est plus là, donc il a plus de responsabilités. Tu l'as dit, il y a un moment, où, on a vraiment une hécatombe de blessés, où, donc Brooks est absent, où Allen est absent, où Booker est absent, où c'est du Jalen Green Ball à fond et tout machin, et où la deuxième option offensive limite c'est Royce O'Neal, tu vois, et où c'est compliqué. Alors évidemment, il y a aussi Gillespie et c'est le moment où Gillespie plonge aussi en termes d'adresse. Pour moi, il y a eu vraiment toute une fin de saison où on voyait qu'il tirait la langue, où on voyait que c'était compliqué physiquement ou quoi que ce soit. En fait, j'ai envie de dire, dans un monde idéal, avec moins de blessures, avec un effectif peut-être un peu mieux rodé, avec un Ryan Dunn qui tient plus les promesses de sa première saison, monte un peu plus en gamme, en fait, Royce O'Neal, il aurait eu moins de temps de jeu, en fait, et il aurait peut-être été en mesure toute la saison de tenir un peu ce qu'il était demandé. En fait, moi, c'est ça, c'est à partir du moment où il commence à jouer plus de 2 minutes, ouais, il va être crevé à la fin, il va être beaucoup moins jouable côté défensif et il va être moins en réussite en attaque. En fait, c'est plutôt, enfin voilà, c'est ça. Moi, c'est que vraiment, pour moi, Royce O'Neal, c'est pas un problème, c'est un symptôme. Le fait qu'il était nul sur la fin de saison, qu'il était nul en playoff et tout machin, c'est plus un symptôme du manque de solutions qu'on avait globalement en fait, quoi. Julien, Voilà. je t'en prie, si tu as des choses à dire sur Royce O'Neal, hein, sinon on va enchaîner sur la rotation intérieure, mais Non, c'est non, vrai mais que le rapidement, parce que je passe. Vas-y, pardon. non, non, j'allais dire Rod, il a vraiment fait un dossier béton là pour son client. C'est vrai que Maître a Rod. vraiment. C'est clair que c'était une belle défense. Non, non, mais j'ai pas grand-chose de plus original à dire, si ce n'est que voilà, bon, quand même, je trouve qu'il est gentil sur la défense de Royce O'Neal quand même. Bon, avec quand même beaucoup de séquences en tête cette saison où vraiment dans la raquette, il se fait avoir de manière bête et on prend beaucoup de paniers évitables par sa faute. Donc ça, je pense qu'il faut quand même l'insister dessus et le rappeler. T'en as parlé, il y a le problème du salaire également qui fait qu'il touche quand même beaucoup pour un role player qui est finalement sa seule fonction sur le parquet de mettre des 3 points. Très important en NBA, mais c'est quand même sa seule fonction sur parquet. Mettre Donc, des 3 points et faire les extra passes dans le bon timing. Je suis désolé, mais c'est quand même assez important en fait, tu vois. Malgré ouais, tout, non, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Il y a ce Tu vois, côté, tu en fait, c'est voilà. demandes à Et Ryan Dunn de mettre ses 3 points et de faire des extra passes dans le bon timing, t'es baisé, tu vois, en fait. il sait Donc, pas le faire, il sait pas le tu faire. vois, Ouais, il et a pourtant, je veux hésité, Ryan voilà. Dunn, pas. Donc, enfin, il y a un moment où il faut aussi des joueurs enfin, tu vois, tu demandes à Dylan Brooks de faire des passes, juste, tout simplement, c'est compliqué, tu vois. Donc, enfin, Oui, voilà. on en a parlé. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. En fait, voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est le côté expérience. C'est voilà, il sait prendre la bonne décision, il sait agir rapidement, etc. Et c'est peut-être sur ce point-là que je voulais ajouter quelque chose, c'est que faut pas oublier que c'est le vétéran de l'équipe. Tu as parlé tout à l'heure du modèle Memphis. Royce O'Neal, il a 32 ans, c'est le vétéran de l'équipe. Autour, t'as que Grayson Allen qui a 30 ans et je sais et Dylan Brooks qui a 30 ans, mais sinon tout le reste, on a moins de 30 ans. Donc en fait, il faut aussi ce côté expérience parce que sinon, t'as que des mecs comme Gillespie qui est pas si jeune, mais qui est arrivé récemment en NBA, qui a une telle d'expérience, ou des rookies sophomores qui sont eux aussi très jeunes. Donc il faut quand même, voilà, il faut encadrer ce groupe qui a pas une connaissance de la NBA très vaste. Je veux dire, on sait comment ça fonctionne un vestiaire, on sait comment fonctionnent également les temps forts, les temps faibles. Il y a beaucoup de séquences aussi auxquelles je pense où voilà, Royce O'Neal avec ses 3 points qui prend un peu de manière spontanée est venu apporter un oxygène dans des séquences où l'attaque tombe en panne. Donc voilà, donc c'est un joueur qui est important pour ça et faut lui donner ça. Maintenant, faut pas non plus lui donner l'importance qu'il n'a pas dans ses équipes. En fait, c'est un joueur neutre, comme vous dites. C'est un joueur. Si l'équipe défend très bien, on va réussir à le cacher. Et il va pas non plus trop pénaliser ça. Si l'équipe est en grande difficulté, comme on l'a vu l'an dernier, c'est pour ça que je parlais du fait qu'on avait gardé des joueurs de la génération KD et Bill. Si l'équipe est en difficulté, il va pas la sauver. Voilà, il va pas la sauver. C'est pas lui qui va tirer le groupe vers le haut. C'est un joueur neutre. Faut le prendre pour ce qu'il est et accepter le fait qu'il a encore 2 ans de contrat. Donc, à voir si on arrivera à le trader peut-être à une équipe qui veut du win now pour avoir des assets, mais bon Et voilà. pour t'as raison de finir là-dessus. Enfin, effectivement, pour compléter ce que tu dis, Julien, et après, on peut faire peut-être le dossier Royce O'Neal, c'est qu'au moins cette saison, moi, je pense, et je pense que peu de gens peuvent dire le contraire, il a regagné un peu de valeur, tu vois. Et ça, c'est quand même pas trop mal. Ouais, Par rapport à l'été Ouais, dernier, il est c'est un beaucoup plus bon point, il c'est est un beaucoup bon plus point. crédible. sa meilleure C'est saison quand en même un 3 bon points. On va passer sur un joueur qui lui a perdu énormément de valeur, c'est Nick Richards, puisqu'on va parler de la rotation intérieure des Suns. Il est Euh, encore NBA? je sais pas, mais Je crois qu'il a changé. je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai appris que Rob Dillingham n'était plus aux Wolves là il y a 2 semaines, donc et que Anthony Davis était aux Wizards il y a un mois, donc je suis pas qualifié pour répondre à ces questions. Non, on va parler de la rotation intérieure des Suns, les enfants, parce que pour moi, je dirais que c'est quand même le point où l'équipe est le plus faible, peut-être. L'équipe est le plus faible. Alors, à l'inverse de Julien, moi, je suis plutôt chaud sur Ozo Ighodaro
Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités qui sont importantes dans le basket d'aujourd'hui. Peut-être pas sur le poste 5 dans lequel il est amené à jouer la plupart du temps, mais je trouve que c'est un joueur au poste 4 qui peut être un excellent remplaçant. Je vois Julien souffler. Non, mais je pense que c'est un joueur d'abord qui pose des écrans vraiment de manière excellente, vraiment brillante. C'est vraiment un des tout meilleurs poseurs d'écran, je pense, de la ligue d'ailleurs, y compris malgré son format plus petit que d'autres, plus petit que Gobert par exemple. Ensuite, c'est un passeur vraiment très 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 bon. C'est un accélérateur de décalage et un créateur de décalage aussi. Il a de la création pour les autres. Et malheureusement, c'est pas un finisseur. Et ça, c'est difficile. C'est difficile en NBA de ne pas avoir la compétence de la finition. Et non seulement il ne finit pas, mais en plus il ne convertit pas les lancers francs. Donc ça, c'est très très difficile, même s'il est à 65% d'efficacité. C'est quand même très difficile de survivre en NBA quand on n'a pas au moins les lancers francs. Mais je crois qu'il est à 45% au lancer, donc c'est vraiment une catastrophe. Hein, voilà. Donc, mais j'aime quand même ce profil. Je pense que c'est un joueur qui, en troisième ou quatrième rotation du secteur intérieur, peut amener des choses à une équipe. Et moi, j'aimerais bien qu'on le conserve, mais je voudrais surtout parler de Kaman Maluach et de Nick Richards et de manière générale, en fait, avec Mark Williams aussi, de cette façon donc dont les Suns ont dû composer une fois de plus avec une rotation intérieure où on a eu très peu de protection de cercle et on a eu très peu de finition. Parce que Mark Williams devait être un finisseur en attaque et ne l'a pas été parce qu'il a été absent et qu'il n'a pas réussi à convertir les actions ou à être impliqué dans les actions quand il jouait. Donc on a finalement un total de points. Moi, je m'attendais vraiment à une saison à 18, 19, 20 points de Mark Williams. Pas du tout. On n'y est vraiment pas du tout. Et ensuite, on a Kaman Maluach, on a dit qu'il n'a pas joué et qui a été peu présent. Et sur la protection de cercle, c'est encore un peu maladroit. Il se fait vraiment parfois trouer et parfois il a des élans où il va vraiment être dissuasif et même bloqué. Et puis, on a Oso Ighodaro qui n'est vraiment pas compétent sur ce registre-là. Donc, le registre de la finition et de la protection de cercle. Donc, on a encore une fois depuis DeAndre Ayton qui n'était pas satisfaisant non plus, qui était loin d'être satisfaisant non plus, mais qui au moins était un joueur avec de la finition. Clairement, on ne peut pas lui enlever ça. Eh bien, on se retrouve encore avec des difficultés de pression au cercle des deux côtés du terrain. Pour moi, c'est l'axe le plus difficile à aborder dans le futur des Suns, mais je pense que cette saison en est le symbole. Je ne sais pas qui veut commencer, mais Julien, je t'en prie. Oui, vu que tu m'as beaucoup lancé sur l'ami Osso. Non, mais c'est ça, par rapport à ce que tu dis, pour parler peut-être du secteur intérieur en général, aligner des joueurs moyens, ça va pas rendre ton secteur offensif élite, ton secteur intérieur élite, pardon. Et pour moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est que finalement personne n'est si mauvais, mais personne n'est bon non plus. Donc, en fait, où on va avec ça, c'est ça qui m'inquiète un peu même pour l'avenir. Tout à l'heure, tu as cité une stat intéressante aussi, qu'on était 25e de la NBA en contre. Je veux dire, il y a vraiment ouais, moi, toute la saison, cette image, le secteur intérieur très très moyen. Et on parlait, tu vois, de la frustration de la fin de saison régulière. Oso Ighodaro, je trouve, en est un peu le symbole avec tous ces lancers francs ratés. C'est devenu un vrai problème. Toutes les fins de match où on se fait remonter. Souvent, si tu comptes ces lancers francs qu'il a manqué, tu te dis que tu aurais pu gagner des matchs que tu n'as pas gagné, des matchs qui t'ont manqué pour pas aller dans le play-in, pour pas, on parlait de déception, pour pas faire cette défaite contre Portland qui est, même si dans le match contre Portland, je crois pas qu'il y ait ce problème-là, mais un match, une défaite qui nous a coûté très cher vu qu'elle a presque acté le sweep contre OKC. Euh, donc oui, j'avoue que je suis pas le plus grand fan de Shea Godaro. C'est un joueur intelligent, je suis d'accord avec toi. Ça peut être un bon remplaçant à l'avenir, mais je pense qu'il a des limites. C'est un plafond qui est très très bas et qui fait que globalement, c'est un joueur facile à remplacer, je pense, en fait. Et voilà, je pense qu'on peut trouver mieux pour le même prix, voire voilà, pour des salaires minimum. C'est un intérieur qui va pas changer une équipe et c'est pour ça que je suis pas le plus grand fan. Après, voilà, peut-être que je m'excuse s'il y a des gens qui l'apprécient énormément. Je parle de le faire jouer en 4. Pourquoi pas? Mais pour jouer en 4, il peut tirer à 3 points, en fait. Je crois qu'il a pas mis 3 points dans sa carrière. Donc, d'aujourd'hui, en NBA, un 4 qui tire pas à 3 points, c'est pas possible. Un 4 qui sait pas tirer, je crois pas non plus. Et en 5, il est pas assez physique. Voilà, ça, peut-être qu'il faut peut-être l'enfermer dans une salle de musculation en plus de l'enfermer sur la ligne des Oh, lancers francs. Mais là-dessus, moi, je trouve qu'il a quand même bien step up physiquement. Ouais, Pardon, je trouve je te laisse. non, mais pas de problème, pas de problème. On est là pour en parler. Peut-être que je le sous-estime alors de ce côté-là. Mais bon, voilà, après, voilà, vous l'avez compris, je suis pas un grand fan, donc peut-être que j'ai aussi un biais et il faut totalement l'assumer. Mais voilà, non, j'avoue en effet que je crois pas trop en lui et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre secteur intérieur a été en difficulté. Et Mark Williams, on a eu une aussi, t'en as parlé rapidement, faut pas tout concentrer sur Otto et Godaro. C'est vrai que des fois, on regrette DeAndre Ayton, c'est fou de dire ça, mais
mais on regrette DeAndre Ayton, qui avait, voilà, ce Pas dans côté, ce podcast. non, mais je pense que, voilà, si Mark Williams atteint le niveau qu'avait DeAndre Ayton, je serais Si, déjà dans ce content. podcast, mais juste Malo. Pardon, désolé, je Ouais, coupe. juste Juste Malo, c'est Malo. vrai, juste Malo pour. Malo, il a dans son petit cœur, il a toujours DeAndre Ayton. Mais nous, c'est mort. On a. Pardon, vas-y, je te laisse. Voilà, chacun a ses hate watch, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, clairement, Mark Williams, ça a été une grosse déception aussi, et peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est pour ça, il y a aussi une des raisons qui fait que qui on conserve cet été pour va pas surpayer, et c'est peut-être là-dessus que je finirai. Peu importe qui on conserve dans ce secteur intérieur, surtout ne pas surpayer les joueurs parce que ça peut être des erreurs qui peuvent nous coûter cher pour les années à venir. Soit on les remplace par des joueurs qui vont avoir la même efficacité qu'eux, le même impact, le même apport, soit on les garde à faible prix, quoi. Sinon, je pense qu'on va vraiment se condamner pour l'avenir. Rod, j'ai deux questions. Enfin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le secteur intérieur ou alors on parle de Jalen Green? Alors, je veux bien ajouter quelque chose sur le Vas-y, secteur je t'en intérieur. Je prie. suis désolé, hein, ça risque en plus d'être un peu un nouveau tunnel. Je vais essayer de faire court. Déjà, alors oui, donc effectivement, pour compléter ce que tu dis, Julien, je suis complètement d'accord. Moi, au en 4, j'ai arrêté même d'y penser. En fait, c'est possible si ton 5, c'est Nikola Jokic, quoi. Mais si ton 5 n'est pas Nikola Jokic, tu fais pas ça, en fait, parce Et encore, que pardon, mais encore, Jokic, il écarte pour les autres à 3 points, il tire pas à 3 points au Godaro, donc vraiment, ouais, mais en fait, il peut profiter des décalages, en fait, tu vois. Il oui, peut oui. cut, il peut faire plein de trucs, en fait. Osso, il bouge beaucoup. Donc, il peut être dans une attaque qui tourne autour d'un vrai, ou, enfin, un punch, mais c'est encore un peu différent, mais bref, qui tourne autour d'un vrai intérieur, porteur de balle. Ça pourrait fonctionner. Effectivement, il a pas de shoot, donc c'est un problème. Mais je veux dire, comme l'autre a du shoot, enfin voilà, s'il est en fait, c'est ça. S'il est le seul non-shooter, je veux bien qu'il soit en 4. Mais c'est la seule possibilité. Donc voilà. Donc plus globalement, et effectivement, ce que tu dis, Julien, est assez intéressant sur le fait que bah finalement aucun des intérieurs qu'on a eu cette saison à disposition a apporté complètement satisfaction, a crevé le plafond comme d'autres joueurs. On a parlé de Gillespie, de Goodwin, de Brooks tout à l'heure. On crevait le plafond qu'on avait fixé pour eux. À l'intérieur, c'est clairement pas le cas, mais aucun n'a été réellement décevant à part Nick Richards. Mais Nick Richards, il a joué 30 matchs à peine, voilà quoi, et il a dégagé à la première occasion venue, quoi. Mais sur les 3 profils qu'on avait ciblés comme bah eux a priori, ils sont là pour rester, en tout cas pour faire la saison, et on verra après. Il y a eu du bon et du moins bon, que ce soit pour Williams, que ce soit pour Osso, que ce soit pour Malouach. Et encore une fois, pour les 3, les limites étaient clairement posées avant le début de la saison, et on les a vues en fait en application sur le terrain cette saison. Pour moi, Osso, il a quand même confirmé, il a quand même progressé cette saison, et effectivement, nous dans l'émission, voilà, on est quand même globalement assez fan de lui, donc on a plutôt le biais inverse du tien, Julien, tu vois. On a tendance à plutôt le défendre, voilà, et à se dire ah bah non, quand même s'il a des points faibles, tu vois, genre effectivement le fait qu'il soit absolument naze, mais naze de chez naze au lancer franc, on en parle très rarement dans Value, donc c'est bien que tu le dises. 43%, c'est effectivement son pourcentage cette saison, et globalement tu le vois tirer des lancers francs, mais t'as peur, quoi. Enfin, c'est Mitchell Robinson, quoi, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment Le genre, visage, quoi, ça fait peur. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Tu sens que le mec, il est pas en confiance. Sa forme, elle est dégueulasse. Enfin, le geste, il y a rien qui va, quoi. C'est horrible. Ceci dit, et moi, je viens de voir ça, donc ça me choque. Donc c'est pour ça que je le partage avec vous. Et ça amène peut-être à l'autre souci, c'est que, bah, en fait, c'est un joueur un peu mid au saut au point où il en est, mais il a quand même progressé par rapport à la saison dernière. Moi, je trouve qu'en défense, effectivement, Greg le disait tout à l'heure, sa capacité à switcher, elle est quand même ultra intéressante dans ce qu'on veut faire, et dans proposer des options qui sont assez différentes. Euh, mais par contre, effectivement, il y a ce problème de l'efficacité qui est moyenne, on va dire, médiocre pour l'intérieur. Il est en effectif field goal percentage, donc en gros un truc un indicateur qui mêle le tir à 2 points et tir à 3 points en pondérant un peu tout ça. Il est seulement à 65% pour un intérieur, c'est quand même assez faible. Mais le truc le plus curieux, c'est qu'il est un petit peu au-dessus de Mark Williams, qui est à 64,5%. Donc en fait, ça veut aussi dire que Mark Williams a un peu déçu de ce côté-là, en fait, du côté offensif. En fait, vous l'avez dit tous les deux, on attendait à ce que ce soit un mec qui arrive à être un fort finisseur au panier, quoi que ce soit. Ça n'a pas vraiment été le cas. Il a beaucoup raté cette saison. Contrairement à Osso, par contre, il a été plutôt performant sur la ligne, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il a près de 80% au lancer, Mark Williams, sur l'ensemble de la saison. Donc en fait, dans les deux cas, il y a une insuffisance en attaque qui se reflète sur notre capacité à attaquer la peinture adverse. En fait, pareil, l'autre stat, moi, qui me frappe quand je regarde dans l'ensemble de la saison, c'est qu'on est la 29e équipe pour ce qui est des points marqués dans la raquette adverse. Donc, il y a vraiment un gros problème de ce côté-là.
Et inversement, alors qu'on pourrait penser que, enfin, en tout cas, moi, visuellement, j'ai vu notre raquette se faire attaquer toute la saison et je me suis dit, en fait, on a un vrai problème de ce côté-là. Bah, en fait, ça va. On arrive à limiter les dégâts de ce côté-là. On est dans le top 10 des équipes qui prennent le moins de points dans la raquette cette saison NBA. Ce qui est assez improbable, tu vois, en moyenne. Alors après, voilà, ça a pondéré avec la pace et tout ça, machin. Mais ça veut dire que, au pire, on est mid sur ce qui est des points encaissés dans la raquette cette saison NBA. Donc ça, compte tenu du fait qu'aucun de nos intérieurs, à part Maluach, mais en développement, on va dire, aucun de nos 2 intérieurs qui ont vraiment joué cette saison est un gros protecteur d'arceau, sachant qu'on n'a pas vraiment ce type de profil-là finalement dans l'effectif, à part Fleming qui est pareil, qui a percé petit à petit dans la saison et qui a un peu un profil comme ça. Mais sinon voilà, on n'a pas de gros protecteurs de cercle et pourtant on arrive à être relativement ok en termes de défense de la raquette, ce qui est quand même pas si mal, tu vois. C'est lié à un truc plus global Oui, structurel et tactique ouais, de Jordan Note sur les défenses, sur les exactement, tu vois. systèmes défensifs, ouais. Exactement, tu vois. Beaucoup de stunt et tout qui limite l'accès à la Ouais, raquette. voilà. Exactement. En fait, c'est ça. On a pris le parti en défense de bloquer un peu, enfin voilà, de savoir que il fallait au maximum interdire l'accès à l'intérieur parce qu'on n'avait pas tant de possibilités que de défendre une fois que les adversaires étaient entrés dans notre raquette. On a réussi relativement à bien le faire, je pense, sur toute la durée de la saison. En revanche, de l'autre côté, on ne met pas assez de pression sur le cercle adverse. C'était un problème identifié en début de saison. On n'a jamais réussi à s'en départir et clairement, les intérieurs qu'on a ne nous aident pas là-dessus. Et ça reste un problème. En fait, voilà, le point positif, c'est que les 2 intérieurs qu'on a, qui ont beaucoup joué cette saison, collent bien au projet de jeu, sont des mecs qui courent beaucoup, qui ont de l'intensité physique, qui ont du hustle, et qui sont plutôt intelligent, on va dire, dans l'application de ce qu'il leur est demandé sur le terrain, surtout au show, mais c'est valable aussi pour Mark Williams. Je trouve que pour le coup, il a été relativement ok là-dessus. Il a pas trop fait de dinguerie, quoi. Par rapport à Nick Richards, par exemple, tu vois, on voit la différence, tu vois, c'est un joueur un peu plus cadré, quoi. Mais que voilà, les limites, elles étaient là, elles étaient identifiées et pour le coup, et donc ça rejoint complètement ce que tu dis, Julien, il n'y a pas eu de révolution là-dessus et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse gaffe avec ça, pas, enfin pour la suite en fait, c'est qu'on peut pas se permettre de surpayer ces mecs-là. Juste pour finir, malgré tout, c'est un secteur qui est en progrès par rapport aux saisons précédentes, en fait. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure en début d'émission, Greg. Nurkic. Voilà, faut se souvenir où on en était il y a 1 an. On priait pour avoir Nick Richards plutôt que Nurkic, tu vois. Là, au point où on en est, Nick Richards est beaucoup trop faible pour jouer dans notre rotation, C'est donc vrai. c'est déjà pas mal. C'est pas encore la panacée, évidemment, tu vois, mais on progresse et je suis, moi, personnellement, à titre individuel, je suis persuadé que Osso et Maluach, si on les garde, ça va continuer à progresser et ça peut rentrer dans une bonne rotation Ouais, je te d'intérieur. À rejoins voir si là-dessus. Maluach peut être un bon numéro 1, je sais pas. Mais en tout cas, en 2 et 3, pour moi, c'est OK d'avoir ces mecs-là dans la suite, quoi. Dernier sujet du pod, les enfants, Jalen Green, qui pour moi est en tout cas, enfin, c'est pas une déception pour moi parce que j'en attendais pas grand-chose, honnêtement. Faut pas oublier que pour Kevin Durant, on a récupéré, on a récupéré les 2 joueurs les moins efficaces de l'équipe des Rockets 2024-2025 en les personnes de Dillon Brooks et de Jalen Green. Et donc, Jalen Green, il y avait beaucoup d'espoir au début de la saison chez les fans, disons, les plus solaires et les plus lumineux, ceux qui, contrairement à nous, ne sont pas déprimés. Bravo à eux d'ailleurs. Mais, mais donc, il y avait beaucoup d'espoir sur ce joueur, ce guard scorer, qui ne rejoindra pas les plus grands de l'histoire de ce sport, si vous avez la ref. Et du coup, ben, Jalen Green, déception ou pas déception? Pour moi, c'est pas une déception, mais par contre, c'est un joueur qui est décevant et qui pour moi doit être tradé. On parlera des trades dans un autre épisode, mais Jalen Green, est-ce que vous le voyez dans le futur des Suns, Julien? Est-ce que c'est un joueur à qui tu veux laisser un peu de temps pour se développer ou pas? Alors, peut-être c'est moi qui va me faire l'avocat du diable sur cette séquence, Ah, vu cool. qu'en effet, tu l'as dit, c'est un joueur qui est beaucoup critiqué dans la communauté. Non, mais voilà, faut dire que j'ai envie de lui laisser encore du temps à Phoenix. Il est arrivé, il a eu une grande partie de la saison où il était blessé. Après, il a eu des restrictions dans ses minutes, donc pareil, on en a vu qu'une version restreinte. C'est un joueur, je pense, qui a encore du potentiel, voilà, qui n'a que 24 ans. Il faut pas oublier qu'il a aussi eu un parcours un peu particulier parce qu'avant la NBA, il était dans une espèce de projet de G-League espoir qui a déjà été abandonné par la NBA d'ailleurs. Donc il va passer par la NCAA comme la majorité des joueurs. Et je pense qu'il a encore un potentiel à développer. Il y a quand même des phases en attaque que je trouve super intéressant. Je veux dire, c'est l'un des meilleurs joueurs en termes de vitesse balle en main, en termes de premier pas, de finition au drive. Je trouve que
il y a des flashs vraiment intéressants, des matchs très intéressants. Alors des fois la réussite va pas être là et quand il part dans ce désir-là, c'est très compliqué. Je trouve que la série contre OKC en est un peu le symbole parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette série parce que dans tous les cas on s'est fait dominer dans tous les secteurs. Mais si tu regardes sa série contre OKC est pas si catastrophique. En fait, ce qui va pas contre OKC, c'est qu'il tire mal à 3 points. Ce tir à 3 points, il a eu un très mauvais passage, mais Jalen Green est un bon shooter à 3 points et s'il trouve la régularité à ce niveau-là, ça peut aller mieux parce qu'en fait, si tu enlèves ses tirs à 3 points, il a eu une très bonne réussite contre OKC. Tout ça pour dire que Jalen Green n'est pas l'avenir de la NBA. Je pense que Jalen Green ne gagnera jamais de MVP ou j'imagine pas non plus All NBA First Team. Mais dans la situation, en fait, voilà, moi je regarde aussi par rapport à la situation des Suns. Est-ce qu'on joue le titre? Non. Est-ce qu'on joue le top 3 de l'Ouest de l'an prochain? Non. Est-ce qu'on peut avoir mieux? Pareil, c'est une question. Et je vous laisserai parler de ça quand vous parlerez des trades dans les prochaines semaines. Mais en fait, voilà, on a récupéré ce qu'on pouvait récupérer pour KD. Et actuellement, c'est lui qui est en capacité de porter l'attaque avec dans un secteur très différent de Booker, en fait. Si on garde les deux, Booker va être plus organisateur et lui va être dans un rôle de scoreur. Et dans l'effectif actuel des Suns, ça me va vu que les autres joueurs portent les titres dans le côté plus collectif. Et on l'a vu cette année, ça a marché. Et en fin de saison, même si plus décevant, c'était plus décevant au moment où Jalen Green jouait, hein, c'est une réalité, il y a eu des matchs très frustrants. Je pense qu'il y a du potentiel et que je pense que si on lui donne un training camp où il va être à 100% et qu'on lui laisse le temps de s'intégrer dans cette équipe-là, on voit qu'il est très apprécié aussi en interne. Je pense que ça peut marcher et que je pense qu'on peut encore plus se développer. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de donner de la valeur à des joueurs. Je pense qu'on peut donner plus de valeur à Jalen Green et peut-être continuer de le faire jouer et peut-être que dans 1 ou 2 ans, on va le trader et on va obtenir quelque chose de beaucoup plus profitable en retour. Voilà, moi je laisserai encore un peu de chance à Jalen Green parce qu'il est jeune, parce que de toute façon, on va pas viser des titres et que de toute façon, faut aussi savoir qui on est. On est les Suns. Sur le marché des agents libres, on va prendre aucune All-Star. Je vois des fois des fans qui espèrent Yanis, spoiler, je pense qu'il y a pas, je vois pas Yanis venir à Phoenix cet été, désolé. Je pense qu'il y aura d'autres projets plus intéressants pour lui. Il faut savoir qui on est et qui on peut avoir actuellement. Je pense que Jalen Green est satisfaisant avec ces éléments en fait. Rod, Jalen Green. Je comprends pas, pourtant Giannis, il a dit qu'il adorait Phoenix. Non, effectivement, oui, Il va bien aimer Los Angeles, t'inquiète. c'est absolument lunaire qu'il y ait des rumeurs autour de Giannis. Je vois pas quels pourraient être nos assets dans ce trade. Moi, je veux bien, il y a pas de problème, j'adore ce joueur. Donc, j'adore ce joueur. Évidemment, tout le monde adore ce joueur. Enfin, tout le monde adore ce joueur, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde reconnaît sa valeur. Donc, oui, non, blague à part, sur Jalen Green, comment dire, moi, je faisais partie des grands optimistes en début de saison. J'ai pas pris une douche froide, j'ai pris un retour sur terre, en fait. C'est-à-dire que j'étais un amateur de Jalen Green parce que je ne l'avais pas dans mon équipe. Parce que je le voyais une fois tous les 36 du mois, je le voyais dans les highlights, je le voyais dans les machins. Et voilà, j'avais vu quelques matchs des Rockets avec Jalen Green, enfin les Rockets en version efficace, quoi, donc des 2 dernières saisons, où je me disais: «Bah, quand même, il apporte du scoring, puis il est super dynamique et puis machin et puis voilà et tout. Puis il fait, défensivement ça va, il se bat et tout». Moi, le truc que j'avais pas vu, parce qu'effectivement, il était pas dans mon équipe, c'est que c'est quand même un putain de trou noir et que c'est quand même un vrai gros problème quand tu as pas la réussite, quoi. Ouais, c'est le combo trou noir plus variance. Là, c'est Ouais, terrible. ça. C'est C'est terrible, ça. quoi. Et en fait, les matchs où ça rentre, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Julien, les matchs où ça rentre, tu te dis: «Beh, c'est parfait, en fait, c'est exactement ça qu'il nous faut». C'est-à-dire que c'est une 2e option qui peut se transformer en première option. Alors, on n'a pas du tout parlé dans cette émission de la vraie grosse déception, la seule, pour moi, grosse déception cette saison des Suns, c'est le match de play-in contre Portland. Et dans le match de play-in contre Portland, le seul qui est au niveau, qui est voilà, qui est même au-dessus du niveau, c'est Jalen Green qui fait un match de fou, qui nous maintient en vie, enfin, tu vois, presque aurait pu nous sauver de ce match de merde, tu vois, qu'on fait nous, tu vois, de ce clutch de merde et tout machin, parce qu'il est en feu et que voilà, tu vois. Donc effectivement, cette dimension-là, elle est quand même assez, enfin, et il y a le 2e match contre Golden State où on va en play-off, parce qu'il fait un 2e match de ouf et tout Ouais, il nous machin. sauve. Ouais. Et d'une certaine manière, oui, il nous sauve. Alors après, voilà, les Warriors baissent vraiment pavillon dans la fin du match, mais il y a, enfin, en fait, cette dimension-là, la variance, ça veut aussi dire que quand ça fonctionne, c'est la fête. Mais le problème, c'est que si ce mec a trop en fait, c'est ça, c'est que pour moi, Jalen Green, il est en train, tranquillement, genre, enfin, patiemment presque, j'allais dire, mais en tout cas, saison après saison, d'aller vers sa destinée qui est d'être 6e en fait, parce que ce mec, il a un potentiel de pétard ambulant, mais enfin, pour moi, il a pas le niveau d'un titulaire NBA parce qu'en fait, il est trop problématique. Il y a trop de compromis autour de ce joueur-là, notamment en attaque. Encore une fois, la question n'est pas son talent. Son talent, il est réel. La question, elle est son intelligence de jeu. Et moi, vraiment, c'est ça. C'est là où je suis tombé des nues. Pas tombé des nues, mais je suis revenu sur terre là cette saison
là-dessus, c'est que vraiment pour moi, ce côté-là, tu vois, genre, alors qu'encore une fois, je partais d'un a priori très optimiste sur lui et très très positif, tu vois. En fait, il apprend pas de ses erreurs, il fait tout le temps la même chose, match après match, et ça, c'est vraiment problématique pour moi. C'est-à-dire que je veux bien lui laisser le bénéfice du doute sur le côté, bah, il a fait le training camp et derrière, il a pas fait tout le début de saison, il a pas participé à la construction de cette équipe-là. Quand il est revenu, c'était un moment difficile pour l'équipe où il y avait plus Mark Williams, il y avait plus Dylan Brooks. Voilà, ce bénéfice du doute-là sur le côté contexte, il est réel. Par contre, j'ai pas vraiment de doute sur ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai vu un joueur qui, match après match, joue toujours de la même manière, commet toujours les mêmes erreurs, oublie toujours autant de regarder autour et de donner la balle. Et ça, c'est extrêmement frustrant. On a, dans un épisode assez récent avec Lucas, on a fait le constat de se dire, en fait, c'est dommage, finalement, parce que Jalen Green a un peu, enfin, Jalen Green, le fait que Jalen Green soit à un moment l'option numéro 1 de l'équipe ou l'option numéro 2 derrière Booker a quasiment coupé notre élan offensif, enfin, la construction offensive, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui, en fin de saison, était moins performante offensivement, en partie parce que Jalen Green n'arrivait pas à reproduire ce que Dylan Brooks faisait. C'est fou de se dire ça, tu vois. Mais il jouait un peu de la même manière, mais il était moins bon. Enfin, tu vois, il était moins en réussite. Et donc, du coup, globalement, hein, ça dépend des matchs, évidemment. Mais voilà, globalement, il était moins en réussite. Et donc, globalement, on était moins efficace parce que, bah, en fait, c'était moins bien. Et quand tu te dis, bah, putain, ce mec-là, avec son talent, il a un rendement moins efficace que celui de Dylan Brooks, c'est quand même un petit peu un problème, même si Dylan Brooks était dans la saison de sa vie et tout machin, ce que tu veux. En fait, voilà, moi, en fait, pour moi, je suis inquiet de savoir quelle va être l'orientation de l'équipe dans son projet de jeu offensif avec Jalen Green en tant que deuxième option, en fait. Et du Je coup, suis tu le assez conserves ou pas? Bah, pour moi, enfin, en fait, s'il est possible, je vois pas comment il serait possible de le trader cet été, mais si on peut le trader cet été, il faut le trader parce qu'effectivement, il y a un problème structurel qui est posé par Jalen Green. Et encore une fois, voilà, tout ce que tu dis sur son talent et sur le fait que bénéfice du doute et tout, je suis assez d'accord, Julien. Et enfin, tu sais, c'est moi depuis ma chaise de bureau, tu vois, qui vais donner des leçons de basket. Non, évidemment que non. Mais par contre, en tant que fan, je suis un peu inquiet pour mon équipe en me disant, bah, en fait, malgré tout, si c'est ça notre franchise player d'avenir entre guillemets, si c'est ça la suite de Booker, enfin, si on veut vraiment construire autour de ce mec-là, ça va être très très compliqué. On va être une équipe plus que mid, on va être une équipe médiocre en fait quoi. Et du coup, moi, c'est ce côté-là qui m'inquiète un peu. Après, ce que tu dis sur l'état d'esprit est vrai. C'est pas un joueur qui joue pour sa gueule. C'est ça qui est bizarre, tu vois. C'est qu'autant quand il a le ballon, tu vois, voilà, t'as l'impression que ses coéquipiers n'existent plus. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment un mec assez sain en termes de groupe, quoi. Et ça, c'est pas dégueu, tu vois. Évidemment, c'est mieux d'avoir ce mec-là que d'avoir KD sur ce plan-là, tu vois. Bradley Mais Beal, ouais. en termes de rendement sur le terrain, il y a évidemment pas photo pour la KD. Je prends un mauvais exemple, tu vois. Mais même par rapport à un Booker qui fait une mauvaise saison, mais Booker, il a des années-lumière en termes d'efficacité offensive. Parce que notamment, Booker est capable de lâcher son ballon. Ouais. Booker, il a un QI basket qui est hors du commun, tu vois. Et Jalen Green, bah, sur ce plan-là, pour Non. moi, il est vraiment en dessous. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment un problème autour de Jalen Green. Et en fait, c'est malheureux, mais voilà, autant tu vois sur les deux matchs de play-in, on a vu sa meilleure version, mais finalement, enfin, ça suffit pas. Si, ça a suffi contre Golden State, mais tu vois, c'est ça qui est fou de se dire, en fait, le match où on avait le plus besoin parce que toute l'équipe était en galère, il a fait un bon match, mais ça n'a même pas suffi à ce qu'on aille arracher ce match-là contre Portland. Donc c'est un peu tristoun. Et moi, je te dis, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu une impasse avec lui. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une impasse avec lui dans la configuration actuelle, quoi. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, juste un petit dernier truc, après je laisserai le mot de la fin à Julien. Moi, l'autre petite déception que j'ai sur cette saison, elle est liée pas seulement à Jordan Hunt, mais je pense à l'ensemble du coaching staff Mmh. globalement. Et c'est une question de personnel aussi. Évidemment, le fait d'avoir été privé de Dillon Brooks fait que ça a été compliqué de continuer à le faire, mais j'aurais aimé que sur la fin de saison et sur les playoffs, enfin sur la post-saison plus précisément, mais ça vient de la fin de saison, quoi. On n'a pas réussi à le faire sur la fin de saison, qu'on arrive à affermir, à installer vraiment l'identité défensive de l'équipe, parce que le moment où on a été le plus performant dans la saison, c'est donc cette période en gros de mi-décembre à mi-janvier, où on était top 3 ou top 4 des défenses NBA. Et à ce moment-là, on faisait vraiment peur parce qu'on était une défense élite. Mmh. Et en fait, on a été une défense élite que trop peu de temps sur la saison. On finit 10e, c'est pas mal, tu vois, on est dans le top 10. Mais en fait, on a plongé un peu. Si tu prends après le All-Star Game, on est 13e ou 14e défense de NBA. Pour moi, c'est décevant dans le sens où
vu ce qu'on était arrivé à faire sur le début de la saison, si on avait continué sur ce chemin-là en disant, ok, peut-être que offensivement on a des grosses lacunes, mais en fait on est des chiens de la casse défensivement. Après, c'est la question du personnel est très importante, je le reconnais, mais pour moi le coaching staff a pas assez insisté là-dessus, et c'est une petite déception pour ma part. Même si encore une fois, voilà, c'est pas moi qui vais donner des leçons, c'est juste en tant que spectateur, bah, j'aurais aimé qu'on soit de plus en plus fort défensivement au fur et à mesure de la saison. Et en fait, il y a un moment où on a arrêté de progresser défensivement et on a même Mmh, plutôt régressé. mmh. Et on a subi les ajustements des autres équipes en face, ouais. C'est ça, aussi. Julien? Ouais, non, bah, pour finir, écoute, je dirais faut pérenniser ce groupe. Voilà, la saison précédente, pas oublier la déprime qui était la nôtre à l'intersaison précédente, où en fait, tout le futur semblait noir. C'est pas l'état d'esprit aujourd'hui, on est plutôt positif. Faut garder pour moi, essayer de garder, le plus possible Gillespie et Goodwin, voire même Mark Williams, malgré les critiques, qu'on a pu faire, dans l'intersaison à venir, vraiment garder la même ligne pour les années à venir et pas oublier que dans tous les cas, on n'a pas de choix de draft, on n'a pas de enfin, ça sert à rien de tanker, encore plus avec les nouvelles règles qui vont être mises en place, dont on a entendu parler ces dernières semaines. Donc voilà, développons tout ça, développons Jalen Green et peut-être qu'en 2027, on pourra récupérer un premier tour, autour de la 7e ou 8e place. Je sais pas s'il fait une très belle saison. Ah mais ouais, c'est ça aussi l'esprit. Quand C'est je vrai, tu défense, c'est raison. dans cette idée-là. C'est pas pour qu'il reste 10 ans à Phoenix, c'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout la voie rêvée. Mais peut-être qu'on peut en tirer de mieux. Voilà. Non, ouais, Tu je raison, tu comprends. raison. Je comprends. C'est vrai. Les gars, merci beaucoup pour ce pod. Eh bah ouais. On se Merci, retrouve Greg. de temps en temps cet été avec Rod et avec Lucas Malo et quelques invités. On fera le point évidemment sur les avancées, les rumeurs, etc. du côté Ouais. du côté de Phoenix et des rumeurs qui circulent, etc. Encore merci et puis à très bientôt. À bientôt. Ouais. Ciao. Merci beaucoup, Julien, quand même, Ouais, grave, d'avoir été avec nous. C'était cool de c'est te incroyable. Tu reviens quand tu revoir veux dans la vie. d'ailleurs. T'envoies un message, tu reviens. Avec plaisir, avec plaisir. À plus. Ciao.